Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Horde Sauvage. C'est Quentin qui vous parle, qui va d'abord présenter les copains parce que sinon on ne s'est pas poli, même si je me suis déjà présenté en premier. Donc comme à l'accoutumée, nous sommes tous les quatre membres iconiques de la bande. À ma diagonale, Mickaël, bonjour voilà. Tout le monde. À sa droite, Bertrand. Tu es à la droite de Mickaël. Tu suis pas. Mais je savais pas qui devait répondre. En fait, donc, sincèrement oui, j'ai dit au hasard, j'étais pas sûr. Et puis donc David à la droite de Quentin. Tout ça, oui, Voilà. bien sûr. Pourquoi on spatialise, je ne sais pas, mais... Non, parce que ça sert pas à grand chose quand il n'y a pas d'image. Bah ouais, parce que j'écoute des Mais s'il y a podcasts pas et en d'image, général... s'il y avait une image, j'aurais pas besoin de spécialiser. En plus, C'est pas faux. c'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai, parce qu'on se regarderait et tout, mais Voilà. bref. Donc, bienvenue à vous, deuxième épisode de ce thème de la guerre. La guerre, mon colonel. De nouveau avec une compagnie d'un cinquième personnage qui a l'air d'être à quatre pattes, qui a l'air d'être plus réveillé que l'autre fois. On va devoir peut-être des fois lui demander de rentrer dans les clous comme un bon soldat. La bête va peut-être perturber le podcast. Voilà. On espère que non. Voilà. Donc je disais thème de la guerre, deuxième épisode et dernier donc hein, comme toujours, prochain thème dans 3 semaines comme d'habitude. La surprise vous sera peut-être dévoilée à la fin de l'épisode, pourquoi pas, on verra comme on le bien. fait parfois. Ouais. Voilà. le fait parfois. Mais là pour l'instant on va rester sur nos 2 films pour terminer ce thème. Donc on allait partir sur Mickaël qui va nous présenter L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. voilà, et ensuite on aura David. Avec Dieu seul le sait de John Huston. Merci bien mon cher, donc très content d'entamer ces 2 cinéastes assez majeurs quand même. Oui. Là on peut dire ce qui est, en commençant par du Melville hein, quand même quoi. Du cinéma français. Eh bien, c'est parti pour l'Armée des Ombres. À quelle organisation appartenez-vous? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous savez ce que vous risquez. Je ne veux pas courir. Vous êtes recherché par toutes les polices. Faut en unifier le commandement, les entraîner. Premier avion est pour vous. Bon, c'est à mon tour de présenter un film de guerre. Trop facile, peut-être tant le genre a été traité à travers les années. Au début, j'ai pensé à la facilité en partant sur des classiques comme Il faut sauver le soldat Ryan du tonton Spielberg ou le Inglourious Bastard de Tarantino. Oui, Paul Dano est un très bon acteur, monsieur Quentin. Puis, je me suis dit, trop facile, va vers des films un peu moins évidents, comme Outrage de De Palma. Ah, ça va être rigolo tiens. Ouais. Et là encore, je me suis dit, putain, encore du drame, et si je prenais Tout le monde à contre-pied avec une comédie, lol. J'ai pensé d'abord à Max et Léon du Palma Show ou La Grande Vadrouille de Gérard Houry. Mais j'ai eu peur de ne pas avoir grand-chose à dire sur leur sujet. Finalement, je suis resté fidèle à mon credo de cette saison 2, choisir un film que je n'avais jamais vu. Donc, en écumant les listes de Sens Critique, je suis tombé assez rapidement sur un titre intriguant, L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. Je vous le dis tout de suite, c'est le premier film du réalisateur que je vois, même si le cercle rouge m'attend sous blister dans ma collection depuis maintenant 4 bonnes années. Si c'est pas une honte d'entendre un truc pareil. Ah ouais, moi ça me fait un peu de peine quand même, mais bon. C'est donc vierge de tout que je me suis lancé dans ce que je considère déjà comme un très grand film. Avant de passer au point pitch, une petite mise en abîme est obligatoire. Après la guerre, Jean-Pierre Melville veut filmer. Il a survécu au combat, notamment en Italie, et il veut maintenant se consacrer à son rêve, devenir réalisateur. Mais adapter Joseph Kessel est encore prématuré. Il commence donc par explorer l'occupation à travers 2 films, Le silence de la mer en 1947 et Léon Morin, prêtre en 1961, avec notre bébelle nationale. Pourtant, son grand projet sur la résistance reste en suspens. Il va d'abord devenir le maître du polar français que l'on connaît, avec des films comme Le Doulot, L'aîné des fers chauds. Pardon, je parle pas dans le micro, le Doulos. Tu Pardon. prononces le S, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, c'est mon premier Melville, donc je sais pas les prononcer. Donc, Le Doulos, David, L'aîné des fers chauds,
Le deuxième souffle est le samouraï. Ce n'est qu'au sommet de son art, après le triomphe du samouraï, qu'il saisira enfin l'opportunité de filmer son Armée des Ombres. Le producteur lui donne les moyens de ses ambitions, rien que pour la séquence d'ouverture où l'armée allemande descend les Champs-Élysées a coûté une fortune, 25 millions de francs. C'était un véritable défi logistique et politique, car l'État hésitait beaucoup à autoriser des figurants en uniforme nazi sur ce lieu si symbolique, seulement après 25 ans, la libération. Seulement 25 ans après la libération, je vais y arriver. Oui, puis en plus, logistique, il fallait vider toute la... C'est ça. Je me suis fait une réflexion débile pendant que je regardais le film. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que du coup les gens, genre aux fenêtres, ils étaient au courant qu'il fallait pas se montrer? Parce qu'on voit plein de fenêtres dans la rue et tout. Voilà, je me suis juste dit ça dans le sens où je me suis dit, ça pourrait faire des anachronies. Ou des gens curieux et tout, genre c'est fou c'est un défilé ou des nazi. Snipers, ou Oui. Voilà, t'imagines le mec déconnecté de la réalité, il se réveille un matin, il a fait une grasse mat, il se lève. Oh, les Schmitz sont revenus. Pour changer ma cuisine. Mais putain, il est con lui. Ça y est, t'as compris? Oui. Alors, on va commencer par le petit point pitch. Donc l'histoire se passe en 42 sous l'occupation. On suit Gerbier, un ingénieur et chef de la résistance. Le film s'ouvre d'ailleurs sur son arrestation. Il est envoyé en camp mais parvient à s'évader de façon spectaculaire lors d'un transfert à Paris. Une fois libre, il rejoint ses complices à Marseille pour une mission glaçante. Exécuter le jeune traître qui l'a dénoncé. C'est là que le film montre sa vraie couleur. Ce n'est pas un film de guerre avec des explosions, mais un film sur la peur, le secret et les choix impossibles. On suit le quotidien de cette armée des ombres, des gens ordinaires qui vivent dans la paranoïa constante. Le film montre surtout que pour survivre dans l'ombre, il faut parfois sacrifier son humanité. C'est froid, c'est gris, et on sent que le destin de ces hommes est déjà scellé. Côté casting, on sort l'artillerie lourde, puisque on a Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurice, Jean-Pierre Cassel, et j'en passe. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'ils sont tous plus talentueux les uns que les autres, vous le savez déjà, mais ce qui m'a frappé, c'est la sincérité qu'ils dégagent. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur le plateau, l'ambiance est franchement glaciale. Jean-Pierre Melville et Monsieur Ventura ne s'adressent plus la parole. Ils sont en froid depuis un précédent film qu'ils ont tourné ensemble. Pour donner ses consignes, le réalisateur est obligé de passer par un assistant. Si Ventura est là, c'est uniquement parce qu'un contrat le force à tourner. Alors que Melville l'a vraiment choisi pour le rôle. Melville va d'ailleurs en profiter. Il fait tout pour exaspérer Ventura. Pour lui, cette tension est nécessaire. Il veut que Ventura soit à bout de nerfs pour coller parfaitement à la noirceur du rôle. Donc, comme je le disais précédemment, on a des vraies gueules de cinéma. On ne peut que prendre son pied. Personne ne sort du dentiste ou du coiffeur. Ici, c'est la résistance. Pas besoin d'être beau, juste d'être authentique. C'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on a. Melville voulait une image qui colle à la dureté de la réalité. Pour cela, il fait appel à un nouveau chef opérateur, Pierre Lhomme. C'est leur première collaboration et Lhomme racontera plus tard que ce tournage fut une épreuve de chaque instant face à l'exigence du cinéaste. Grâce à cela, on retrouve une sincérité de l'image, il y a une authenticité qui transpire à l'écran et que je ne retrouve plus trop aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais prenez la campagne ou même simplement la météo dans le film, on sent le froid, on sent l'humidité. Il n'y a pas ce côté factice des grosses productions actuelles. Alors attention, je ne veux pas tomber dans le « c'était mieux avant », mais cette sincérité-là, je la vois beaucoup moins de nos jours. Le film est adapté d'un livre de Joseph Kessel, publié en 1943,
que je n'ai pas lu pour l'occasion d'ailleurs. Donc impossible pour moi de vous dire d'où vient cette justesse d'écriture, mais après quelques recherches, je peux dire que Melville a en grande partie suivi le déroulé du livre, tout en y ajoutant ses souvenirs de résistants, comme par exemple le passage qui se déroule à Londres. Ça fait partie de ses souvenirs, c'est pas du tout dans le bouquin. Donc l'écriture du film, moi je la trouve vraiment folle. Le rythme est lent, méticuleux. Pendant 2h30, on nous montre le travail quotidien de résistants qui ne sont pas des militaires. Ce qui est fort, c'est que dans ce film, on ne tue jamais par plaisir, on tue par nécessité. C'est là que se joue toute la tragédie. Je pense notamment à la scène où ils exécutent le jeune traître, ou tout simplement à l'assassinat de Mathilde à la fin du film. D'ailleurs, je sais pas si on vous l'a dit, mais on spoil. Là, ça va taper. De ce côté-là, ça va taper. Donc, dans ces moments-là, personne ne veut être là, victime comme bourreau d'ailleurs. C'est le salut du groupe qui prime sur l'envie des personnages. L'écriture du scénario de Jean-Pierre Melville, comme je l'ai dit précédemment, est indissociable de son passé de résistant. Si le cinéaste parvient à gagner Londres en 1943, d'ailleurs c'est là où il lira le livre de Kessel, son frère meurt en novembre 1942, exécuté par un passeur dans les Pyrénées. Lors du procès, Melville refusa d'accabler l'accusé, qui justifia son geste par la nécessité de sacrifier un homme blessé pour ne pas compromettre la survie du réseau ou du groupe. Ce dilemme moral devient le cœur battant du film dont il est question aujourd'hui. Ou, comme je vous le disais, Mathilde voit son destin scellé par la rigueur inflexible de Luc Jardy, interprété par Paul Meurice. Pour finir sur la mise en scène, Melville arrive à transmettre énormément sans fioriture. Il s'attarde sur les regards, les silences, les sentiments. Les dialogues, eux aussi, sont à l'image de cette mise en scène. Ils vont droit au but et font mouche à chaque fois. Cette froideur peut peut-être laisser du monde sur le côté. Mais ça n'a pas été mon cas. J'ai été soufflé par la balle que m'a tiré le sniper Jean-Pierre Melville et je n'utilise pas cette image au hasard. Il avait une force de frappe chirurgicale, que ce soit avec sa plume ou avec sa caméra, du moins de ce que j'ai pu en voir dans ce film. Voilà, je vous laisse la parole, mes chers camarades. Vous avez sûrement plein de choses à ajouter. Ma chronique n'aura pas été des plus longues, mais elle aura au moins eu le privilège d'être écrit avec le cœur. Messieurs, c'est à vous. Oui, bah tu nous poses une espèce de cadre, en fait, tout simplement. Tout à fait. Dans lequel on va pouvoir se débattre avec délectation, j'imagine. Bah oui, après, délectez-vous. Après, j'ai bien peur qu'on soit tous du même bord, de ce côté-là. Mais oui, c'est fou. Il y a plein de trucs que t'as dit. Déjà, pour reprendre sur rien que ce que tu disais à la fin, que Melville, c'est pas du cinéma très rythmé. C'est très calme, ouais. Et pourtant c'est froid. Voilà, il y a un truc que seul lui savait faire. Alors je dis pas que c'est le seul cinéaste qui fait du cinéma avec un rythme lent et qui arrive quand même à nous emporter. Mais lui, il avait une patte que personne n'avait à sa façon, quoi. C'était fou de faire des films comme ça, des films où t'as des plans entiers où tu vois juste des gars marcher. Et c'est un chef-d'œuvre. À ce petit jeu-là, je pense qu'il arrive à peu près à égalité avec un mec comme Léon, je pense. Hein. Oui, tout à fait. On peut les comparer sur certains aspects. Le côté insupportable est aussi, je pense. Ah oui, parce que Melville, je pense, était assez imbouffable. Ça, c'est sûr. Les deux que je viens de citer ont un point commun, c'est que ce sont parmi les cinéastes préférés de Tarantino. C'est vrai. Tarantino aussi est bien un Melville grand adorateur de Melville. De mémoire, je crois que c'est le Samouraï, c'est un de ses films préférés. Oui, il cite souvent le Samouraï. Voilà. Je vais certainement plutôt rebondir sur le truc que vous allez dire. Je vais m'éparpiller si je commence à partir. Je sais pas qui d'entre vous veut commencer. Bon, je peux essayer de dire 2-3 trucs. Je sais pas. C'est un film qui fait partie c'est notre héritage culturel, historico, journalistique de Français libre. Hein. Ah, oui. Faut pas imaginer autre chose. Kessel, c'est l'égal des Albert Londres, c'est Pulitzer, c'est des mecs de ce gabarit-là.
Et adapter Kessel, c'était déjà se mettre à hauteur de l'histoire avec un grand H. Et je pense que là, pour le coup, il y a absolument aucune manière de dire que le truc est raté. Il est en plein dans sa cible, il est en plein dans ce que l'auteur voulait raconter et dans ce que Melville aussi voulait raconter lui-même de ce que c'était que la résistance. Enfin, en tout cas, une certaine résistance. Parce que là, c'était un truc assez protéiforme. Et puis, bon, l'histoire a été réécrite. Elle est toujours écrite par les vainqueurs. On en revient toujours à ça. Mais on peut laisser le bénéfice du doute à un mec comme Kessel sur sa magnanimité, je pense, vis-à-vis de tout ça. Voilà. Et le film retranscrit vraiment bien ça. Ouais, puis c'est fou, c'est tiré. Enfin, du coup, tu l'as dit, le bouquin est sorti en 43. Oui, il a été publié, je Le- crois. Alors, j'ai pas envie de faire d'affront, mais dans le Maghreb, Algérie ou Tunisie. Oui, Ok. bah, l'Algérie a été libérée de toute façon avant la métropole. Ok. Mais oui. Autant donc- que je me rappelle, voilà, j'ai plus les dates en tête, hein, mais Bah, il il y me a eu semble des bien, ouais. débarquements successifs, il y a eu la Sicile, il y a eu machin, et tout ça, Ouais. et l'Algérie a été... Bah non, aussi. mais le bouquin romance certains passages de l'histoire, mais surtout de ce que j'ai compris, hein, ça change des noms, mais globalement c'est l'histoire de certaines Oui. vraies personnes qui ont C'est ça, clairement voilà. l'histoire qui a été racontée. donc des gens qui sont À Lyon. décédés dans les années à Lyon, voilà. des gens qui sont décédés dans les années en 42, fin 42, et ça sort en 43. La guerre est pas finie, la résistance est encore active, c'est fou. C'est fou. C'est Enfin, pas encore fini d'être complètement structuré, voilà. Ouais, Et c'est fou de sortir ça à ce moment-là. Et en plus, Jean-Pierre Melville le découvre pendant la guerre, Oui. à sa sortie à Londres, parce qu'il s'était expatrié là-bas le temps avant de revenir pour combattre du côté de l'Italie, je crois. En tout cas, sur le front un peu dans le sud. Ouais, bah, le rapport qu'il a, tu l'as cité tout à l'heure, moi je peux faire une petite virgule dessus quand même. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps, son premier film, Le Silence de la mer, que je conseille énormément. C'est très bien. Fou, Très, c'est très fou. bien. Mais de toute façon, Melville, c'est tout fou hein, quand même. Hein. Mais donc Le Silence de la mer, Mickaël, par exemple, toi, tu l'as vu Bertrand, ça te parle Le Silence de la mer? J'ai dû le voir, mais je me rappelle plus. Très honnêtement, je pense que je l'ai vu à l'époque où, alors, ça devait être quand mon frère aîné était au collège et qu'il avait lu le bouquin. Enfin, Ok. dans le cadre du cursus scolaire. Mm. Donc, on avait dû voir le film en famille. C'est Bah, pas fun, hein. C'est pas C'est fun pas, du tout. non, non, c'est non. pas fun non plus comme souvent chez Melville, mais là en l'occurrence c'est un général allemand qui vient en France, alors je sais plus dans quelle zone de la France, etc. Et on suit une famille qui du coup est sous occupation et se retrouve obligée de l'héberger. Et donc t'as ces scènes lunaires pendant 1h30. C'est pas très long, hein, le film dure 1h30 ou 1h20 à tout péter. T'as ces scènes lunaires où du coup t'as ce général allemand qui mange avec eux, qui vit sous leur toit. Mais il faut pas imaginer un général allemand tyrannique. Il est amical, il essaye d'apprendre le français, sauf que bah ils sont sous la domination nazie, donc il y a un écart entre les Français qui genre et les nazis qui ont peur et ce général qui est du coup pas trop du côté des nazis mais un peu, mais c'est très très subtil et nuancé et c'est vraiment très particulier. C'est un film qui est incroyable, vraiment, Silence de la mer. Donc Melville et le rapport au, enfin tu le disais, c'est notre héritage. Bertrand, tu disais c'est notre héritage de résistants. Il y a vraiment de ça. Melville, c'est certainement un des cinéastes les plus qui a fait c'est un des films les plus importants sur la résistance en France, quoi. Là en l'occurrence, L'Armée des Ombres, c'est le haut du panier. c'est oui un des plus grands oui. films que la France ait jamais produite, et encore plus bah, c'est notre histoire, c'est le contexte, ce que ça raconte, le fait que Melville était résistant, le casting Ouais, un truc de bâtard. la photo, tout ça, il y a tellement à la fois à dire et juste à constater. Il y a beaucoup à dire, mais on reste sans voix en fait. Hein. Ouais, c'est fou. Il y a quand même après multiples visionnages, dont moi, enfin, je peux m'en enorgueillir, je l'ai vu en salle. Alors Ah pas ouais, en la 67, chance. mais évidemment. Ouais, bah oui. Mais il y a eu une occasion, alors je sais plus si c'était au Studio à Tours ou à l'Apollo à Châteauroux, parce qu'on parle beaucoup du CGR, mais il y a d'autres cinémas. Je crois que c'était à l'Apollo. Et
claque, une branlée visuellement et puis sensorielle, hein, parce qu'il y a tout. Il y a tout qui rentre en ligne de compte dans ce film-là, c'est une expérience. Ouais, puis c'est cruel, c'est fou à quel point le film est rude, quoi, parce que c'est... Et ils refusent l'happy end, parce que oui, complètement. on termine sur un meurtre de leur compatriote qui s'est fait piéger par les nazis. Oui. Et en fait, ça flash sur, l'image se fige sur les 4 personnes qui sont dans cette voiture qui ont lancé l'assassinat de Mathilde. Et en fait, on a des cartons pour dire ce qu'ils sont devenus. Ils n'ont pas vu la victoire des Alliés. Oui, ils ont même pas fait l'année, certains. Non. Non, on nous refuse une happy end. Parce que c'était. C'est gris, c'est triste, c'est la résistance. Ouais, c'était la réalité. C'est guerre, hein. Ouais, c'est rude, mais ouais, c'est. Mais c'est peut-être que la vision de Melville en tant que résistant lui a tout simplement ôté cette. On va dire que il n'y a pas de côté heureux dans la guerre, et lui, comme il l'a vécu, il n'a pas envie de transmettre quelque chose qui est heureux, qui même des fois certainement que sur la fin il n'a pas ressenti certainement il était un peu plus tranquille, mais quand tu as vécu le truc et que tu regardes en arrière tout ce que tu as perdu, c'est pas du bon souvenir, et même si tu dois te complaire dans le fait que ça soit terminé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on veut aller chercher, qu'il y a énormément de guillemets, un défaut. Ouais. Il y a une espèce de complaisance, oui, finalement, de la part de Melville, mais qui se manifeste justement dans son comportement. Bon, avec les acteurs, il est bien connu que c'était particulièrement compliqué avec certains. Mm-hmm. On a les images de Belmondo qui l'engueule, qui voulait plus tourner. Charles Vanel, ce genre de choses-là, l'histoire est connue. Mais il appuie certains aspects qui auraient pas qui étaient déjà suffisamment tragiques en eux-mêmes, sans qu'il y ait besoin d'appuyer davantage dessus. Après, on en fait ce qu'on veut. Ça faisait partie des travers de Melville, et puis ce film-là ne fait pas exception. Mais bon, c'est noyé dans un truc qui est tellement fédérateur que voilà. La seule chose où il va appuyer un peu, c'est qu'il va prendre son expertise de cinéaste de films de gangsters qu'il a chopé dans les films précédents, où du coup on retrouve aussi toute cette imagerie du comment on appelle ça, le grand manteau là, espèce de coupe-vent, chapeau, ruelle sombre, ombre, après c'est dans le nom, hein, bien sûr, c'est l'armée des ombres, mais voilà, t'as vraiment ce truc de secret, code secret, qui au final lui vient certainement de son expérience pendant la résistance, hein, tout à fait possible, ou de la culture qui en découle, ou des œuvres qu'il a pu ingurgiter qui viennent de tout ça, et du coup ça fait une espèce de... Enfin, je pense qu'il l'aurait fait en 47, il sort le silence de la mer, c'est génial, mais ça se sent que c'est un premier film, c'est un film avec peu d'ambition. Je veux dire en termes techniques. Là on est sur l'opposé, on a toute sa carrière derrière lui qui vient lui permettre de faire cette œuvre là. On sent, c'est le genre de film où quand tu le regardes tu te dis ok, je suis en train de regarder un truc, c'est pas un petit, c'est grand ce que je regarde, ça se sent, ça découle, ça voilà. Et puis oui, nous en tant que Français, ça nous... Alors, je sais pas que ça me parle, mais c'est qu'il y a... C'est un truc qui fait partie du roman national, hein, qu'on le veuille ou non, voilà. Et avec cette limite justement que ça fait partie d'une écriture. Le roman national, c'est un truc qui est déjà biaisé. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce truc-là fait aussi partie de ce biais. Mais ça n'enlève rien, ni à sa précision documentaire, ni à l'impact qu'il a sur notre lecture des événements, qui est absolument pas ni minimisé ni quoi que ce soit. Et je me faisais la réflexion récemment de les Français sont pas très présents à part la résistance dans cette histoire-là. C'est la résistance contre les nazis. Il y avait des porosités qui ne sont pas forcément montrées.
entre les nazis et la collaboration, entre la collaboration et le milieu, la pègre, enfin les truands, voilà, qui tout ça, et entre certains truands et aussi la résistance. Les trucs un peu triangulaires comme ça sont pas vraiment montrés dans ce film-là. Non. Mais bon, ça c'est aussi à tout un chacun d'aller vérifier ce qu'est la réalité historique de ces choses-là. Voilà. Oui, la force C'est du pas film, c'est pas l'objet de ce film-là de nous montrer sûr. ça. Oui, en fait, alors oui, il nous montre pas ça, mais il nous le fait comprendre avec l'intro du film quand Gerbier, donc interprété par Monsieur Ventura, est dans son camp. Il marche et en fait, il présente tous les profils qu'il y a dans ce camp de réfugiés, enfin pas de camp de réfugiés, dans ce camp de prisonniers. Il y passe, il y a des truands, il y a de simples chefs d'entreprise, il y a des politiques, et en fait, on comprend que tout le monde peut être résistant. Et tout le monde peut être prisonnier surtout. Oui, c'est prisonnier. aussi ça parce qu'il y a beaucoup, dans ce qu'il laisse entendre, c'est qu'aussi ça va un peu avec ce que tu parlais du côté paranoïa qui emplit le film. C'est que c'est ce qui rend cette guerre, tu disais c'est horrible la guerre, Bertrand, mais c'est que cette version là de la guerre est particulière. La Première Guerre mondiale n'avait vraiment rien à voir avec ça. C'est un front, alors oui c'était inhumain, et bien sûr c'est tout aussi inhumain, mais c'était différent. Là c'était une guerre où juste tu sais pas si tu peux dormir chez toi sur tes deux oreilles. Tu es obligé, tu parlais des truands et des gangsters et tout. Au final, juste pour pouvoir libérer ton pays, t'es obligé de devenir un criminel. Mais oui, mais tout à fait, et oui. voilà, donc c'est cette espèce de nuance qui rend la chose beaucoup plus. Il parlait des profils dans le Stalag, le premier qu'on croise. Le personnage de Gerbier nous fait un rapide machin. Donc il nous présente, se présente cet officier machin. Ce sont des gens foutres. Voilà. Ça déjà, j'aime bien l'image que ça renvoie. Il nous parle des prisonniers polonais, il nous parle des prisonniers allemands anti-nazis, il nous parle des communistes, des juifs, mais ce qu'on n'explique pas. Et ça, je me suis rendu compte de ça, c'est pourquoi il y a cet ouvrier communiste d'électricité. Pourquoi est-ce qu'il y a cet instituteur catholique malade qu'on ne voit jamais, très peu au début et qui meurt finalement assez vite. Et pourquoi il l'appelle par son prénom ? Pourquoi il l'appelle par son prénom ? C'est-à-dire, attends. Pourquoi est-ce que si je dois m'évader, s'il n'y a pas... comment est-ce qu'il s'appelle ? Je voulais pas le faire sans lui. Et maintenant qu'il est plus là, je voulais pas m'évader. Oui. Pourquoi ces deux mecs-là, pourquoi ils l'appellent par son prénom ? Ces deux mecs qui ont rien en commun. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en commun ? Ah, qui était aussi dans les camps de prisonniers Ah bah oui, bien sûr, bah ça s'entend. C'est quelque chose qui était pas ouvertement facilement dit à l'époque, voilà. Et qui est bien retranscrit et tout. Mais oui, effectivement, quand on peut imaginer que oui, c'était deux homosexuels. Oui, voilà, ils étaient ensemble, et que le décès du coup du professeur, effectivement, ils ont rien en commun tous les deux, à part du fait qu'ils avaient l'air proches. Et qu'est-ce qui fait que tu restes auprès d'un mec qui est mourant, malade, peut-être d'un truc qui peut être super grave. Si c'était son frère, il aurait dit c'est mon frère. Oui. Là, il a juste donné un prénom et ils sont proches, donc on peut imaginer un truc comme ça. Oui, tout à fait. Et ça faisait partie des catégories des gens qui ont été emprisonnés et exterminés, au même titre que plein d'autres. Ça s'ajoute à toutes les choses qui rendent le film exceptionnellement prenant et difficile et cruel. C'est toutes ces petites histoires qui jalonnent le film, qui ne mènent à rien. Par exemple, ce plan là, il va du coup rencontrer ce gars, faire ce plan pour pouvoir partir et tout ça pour partir pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, il va être exfiltré d'une autre manière, voilà. Qui est pas du tout prévu, parce que c'est beaucoup d'improvisation aussi. À l'époque, tu pouvais pas, tout était tout le temps improvisé. Du coup, t'avais des plans qui se faisaient, qui étaient modifiés. Tout se fait au jour le jour. T'as ce moment où ils veulent rejoindre le sous-marin.
Oui. Et t'as le personnage, je crois que c'est Jean-Pierre Cassel qui est en train de vérifier les alentours et qui rencontre un flic. Un douanier. Un douanier là. Du coup, tu rencontres le douanier, tu dis bah c'est bon, je suis baisé. On est tous baisés. En plus, ils sont tous derrière là-bas. On est tous baisés. C'est bon, on est mort. Sauf qu'en fait, ils pouvaient. Bah non, mais le douanier était de son côté. Ouais. Mais ça. Mais c'est comme au début quand Gerbier s'évade à Paris. Il y a ce coiffeur. Le coiffeur, oui. Le barbier, le Ouais. fameux. Mais est-ce que c'est pas ça l'Armée des Ombres au final? Bien sûr, c'est ça. C'est totalement. parce que composants. c'est Et- tous ces petits composants qui font que. Et comme toutes les scènes de ce film-là, ça commence par un moment de doute, ah là là, mais qu'est-ce De qui se passe paranoïa. Chez le barbier, La joué paranoïa. par Serge Reggiani, d'ailleurs, citons-le, parce qu'il n'y a pas de raison. Ah oui, en plus, il il y a- est quand même parfait, comme d'habitude, C'est vrai, d'ailleurs. tout à fait. C'est quand même Serge Reggiani, pour n'importe qui joue la scène. Et il voit, pendant qu'il se fait raser, Ventura, il voit un truc de propagande. Bon, bah, il comprend qu'il est en fait chez un mec qui est plutôt OK avec la collaboration. Et puis, en fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe au moment de quitter la petite boutique? lui file Reggiani son lui veston. donne... Je vais vous chercher de la lui monnaie. donne- Non, non, mais c'est pas. Si, je vais vous Je chercher vais de la vous chercher la monnaie. Et là, Ventura, voilà, et on se dit putain c'est mal barré, et en fait non, l'autre il lui ramène un autre manteau, enfin il va lui faire endosser un autre manteau pour peut-être justement comment dirais-je, mieux se camoufler, être C'est ça. moins visible, Bah, qu'au lieu de chercher moins un gars facilement en- pris, voilà. Bah, il C'est- cherche un gars en manteau noir, du En coup, fait- il lui file un manteau jaune, comme ça, bah. Voilà. Voilà quoi. un des maîtres mots du film, c'est l'ambiguïté. ah voilà. Moi, je Évidemment, trouve il n'est que pas revenu tout de suite, évidemment. Si on voulait résumer l'Armée des Ombres avec 3-4 noms communs, ambiguïté, je crois que ça résume énormément de choses à plein de Ouais. moments. Le personnage de Ventura est très ambigu. Alors, pas que lui, hein, d'ailleurs, hein, Non. mais il est très ambigu. Là où un Jean-Pierre Cassel, j'ai plus le nom de son personnage, hein, Jean-François. Jean-François. Jean-François Là où Jean-Pierre Jardy, Cassel, ouais. c'est vraiment un gars, on sent qu'il a un cœur, on le voit d'ailleurs dès cette hésitation, à un moment donné, il y a cette scène très intéressante avec un plan composé, enfin, au niveau mise en scène, c'est un festival de Putain, mais oui, tous mais les instants. tellement. Quand Ventura rejoint Simone Signoret à l'arrière-plan sur ce rebord, là, ce petit muret, ils sont en train de manger une espèce de sandwich, je sais C'est pas le quoi. petit déjeuner. Et au premier plan, voilà, le petit déj. Oui, avec ils ont des bols ou je sais plus, enfin bon. Et au premier plan, on a Jean-Pierre Cassel qui est en train on sent que ça mouline. Parce que l'autre personnage s'est fait choper par les Allemands, joué par, je crois que tu l'avais pas cité, Paul Mika. Crochet. Voilà, faut le citer. Paul Crochet, moi, alors là, ce gars-là, il est absolument fabuleux. Pareil, quand il est dans un film, en général, il se passe quelque chose. Et on sent que Cassel, le personnage de Cassel, à ce Paul moment-là. Crochet, c'est l'acteur de l'ambiguïté. Oui, bien sûr. Qui paraît inoffensif comme ça, mais qui est, alors bon, là, qui est un personnage gentil, c'est pas le problème. Mais encore que c'est pareil, il participe à l'assassinat du jeune Oui. qui a trahi, etc. Ça, c'est glaçant. Cette scène-là, elle est glaçante. Ah bah oui, Et on l'a cité à plusieurs reprises, le côté de l'attentisme chez Melville, qui participe complètement à l'horreur de ce qui est montré, et puis au suspense, évidemment. Le suspense, Bah oui. c'est quoi? C'est de l'attente en général. On attend quelque chose qui arrive pas ou qui se passe autrement. Mais d'un autre côté, Et- tu vois, tu parlais de l'horreur montrée, mais par exemple, on a au moins 2 personnages qui se font torturer, Et on tu le le voit vois bien, jamais. Voilà, et c'est hors champ. Tu les vois juste, d'ailleurs, l'un et l'autre dans un plan assez identique, sur cette Oui. chaise posée en plein milieu. D'ailleurs, l'affiche de l'Armée des Ombres, C'est c'est celle-ci, ça. ouais. C'est ce personnage menotté, les mains dans le dos, la tête un peu penchée en avant. On sent bien qu'il a morflé. Et ben, dans le bureau là des Allemands là. Cette scène d'ailleurs, ce décor est absolument dingue. Il y a pratiquement pas de décor. On sent qu'on est dans un lieu plutôt luxe, hein. Et il y a une chaise plantée au milieu, et c'est là qu'ils mettent le protagoniste qu'ils vont interroger, les Allemands, et ils démontent le personnage en question. Ça arrive à 2 reprises. On n'assiste pas au tabassage, à la torture, mais on voit le résultat. Bon, sachant qu'aussi bien Crochet que Cassel, quand on voit les effets de maquillage, qui sont ce qu'ils sont, hein, bien sûr, on sent qu'ils ont morflé. On sent qu'ils ont grave morflé. Et alors en termes de suspense, on pourrait citer cette scène où le personnage de Mathilde, donc joué par Signoret, se rend à l'endroit où est retenu donc le personnage de Paul Crochet. Félix. Félix, voilà. Voilà. Merci. Bon, ça foire. Évidemment, ça foire. Hein, elle obtient pas de ce qu'elle voulait. La mission loupe. C'est si fort tout ça là. C'est le extraordinaire. moment où, C'est- où le soufflet retombe et où tu te dis, mais dans un film normal, il se passerait quelque chose. Bien sûr. Et là, non. Qu'est-ce qui rien. se passe? Bah non, il se passe rien. Ah non, le rien. type, le tweet vient dire, bah non, on peut pas le transporter parce que c'est quasiment fini, quoi. Ouais.
Voilà. C'est juste ça, voilà. Et si tu veux pas genre faire griller ta couverture, bah tu T'es obligé de fais repartir. tu T'es fais obligé de juste dire repartir. bah d'accord, ok, on en a rien à foutre. De toute façon, c'était juste pour emmener un gars. Voilà, du coup, ils s'en vont quoi. Et puis bah ça s'enchaîne avec le suicide où il lui ment et où il lui dit j'ai plusieurs pilules de cyanure, est-ce que t'en veux une et tout, et que tu vois bien qu'il en a qu'une seule. Non, mais, voilà, ouais. Non, mais c'est. Je voulais revenir très rapidement. Enfin, il y aurait 1 milliard de trucs à évoquer et on le fera pas, on n'aura pas le temps. Mais tu parlais de la photo, Mika. Oui. Moi, je trouve que le cinéma de Melville ressemble pas à grand chose d'autre, d'un point de vue esthétique, dans le cinéma français de l'époque. Ça ressemble pas à grand chose d'autre. Et a fortiori, l'Armée des Ombres. Bon, je peux me vanter d'avoir vu, je crois que j'ai vu 9 de ses 13 films. Melville a tourné 13 films, parce que bon, il est mort assez jeune, malheureusement. Il a tourné 13 longs métrages, j'en ai vu 9. Et ben, même au sein de sa filmographie, je trouve que l'Armée des Ombres est encore à part. Il arrive assez tardivement dans sa filmo, il en a tourné 3 derrière, je sais plus. Parce qu'il est mort en quelle année? bah, Il est mort Il est après. mort en 73, je crois. Son dernier long est sorti en 72, c'était Un flic. Un flic. voilà. Avant ça, il y a Avec le Delon Cercle et- Rouge, et avant ça, il y a l'Armée des Ombres. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Bon, donc c'est son antépénultième film. Voilà, c'est vraiment. Donc il arrive en fin de... D'ailleurs, c'est quand même hallucinant de se dire que ce... Enfin, alors ça c'est personnel, c'est subjectif, c'est hallucinant de se dire que ce gars-là, qui a quand même pas de foirage dans sa filmo, a tourné quasiment ce que je considère comme ses 2 plus grands films, Le Cercle Rouge et L'Armée des Ombres, en fin de parcours. C'est quand même rigolo. J'ai hein. même envie d'étendre en disant 3, parce que le Samouraï. Le Samouraï est monumental le aussi. Samouraï oui, est juste avant. Bien, et c'est juste avant. C'est le C'est vrai, Samouraï, c'est vrai. puis l'Armée des Ombres, puis le Cercle Rouge. Voilà. D'ailleurs, j'ai L'Armée Trinité, des Ombres, là. c'est pas ça va. son second film en couleur? Le comme Samouraï ça. était en couleur. C'est pour bon, ça le Cercle qu'il a. Rouge, évidemment. C'est pas pour ça qu'il avait été chercher l'homme. Parce qu'il Bah, avait pas de toute façon, la plupart étaient effectivement parce en qu'il noir et blanc avait quand pas même. spécialement l'habitude d'aller de filmer en couleur et qu'il voulait un truc à un aspect un peu plus froid. Bah, Mais le second souffle qui est sorti pas très très longtemps avant, je crois que c'est 62 ou 3 ou 4. Bah, de toute façon, il a tourné 64. pas mal de films dans les C'est années du noir et 60. blanc. Oui, c'est du noir et blanc. Non, mais Du coup, je crois pense bien que c'était effectivement que du noir et blanc avant ça, J'ai bien fait mes recherches alors. il me semble. Donc oui, il y aurait, en couleur, il y aurait que l'Armée des Ombres, le Samouraï, le Cercle Rouge et Un flic. Donc oui, 4 films sur 13, oui, ça peut être ça. Toujours est-il que esthétiquement, je trouve que ça ressemble à rien d'autre et il y a une photo. Alors, c'est difficile de dire qu'une telle photo, terne, sans éclat, assez réaliste, je trouve que c'est une photo assez réaliste. Ah bah C'est grave. difficile de dire que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau? Parce que Bah oui. vraiment, le film, visuellement, est une splendeur. Je trouve qu'il y a un truc, que ce soit cette camionnette dès le début, là, qui, après le défilé des Champs-Élysées, cette camionnette qui prend cette petite route de campagne, toutes les scènes, tous les plans dans le camp, quand on suit Ventura, dans le premier bloc du film, les scènes dans les rues, les scènes de nuit. Moi, il y a ce mouvement de caméra que je trouve absolument... Alors, pourquoi? Je sais pas. De toute façon, ce film-là, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois que je le revois. Il y a cette scène où Ventura est dans une espèce de salle d'attente avec un mec si à côté de lui, ils ont un soldat allemand en face d'eux. Ouais. Oui, Et il va s'échapper, ouais. il fait comprendre à l'autre, au gars qui est à côté de lui, vous allez faire ça pendant que moi, je m'occuperai du gars qui est en face. Enfin, il lui décrit son plan. Et puis il y a un silence. Le silence chez Melville. Silence, ambiguïté. On essaiera de trouver un troisième mot pour faire une trinité, pour définir le film à la fin. Mais bon, silence, ça, c'est valable pour tous les Melville. paranoïaque. Paranoïa, oui, ça pourrait. Il y a un mouvement de caméra que je trouve d'une beauté, mais alors absolument dingue. C'est un travelling sur le côté comme ça. On a Ventura, le mec à côté de lui, et puis le soldat allemand qui doit être un peu en amorce dans le plan, debout devant eux. Il y a ce mouvement de caméra qui n'était pas nécessaire, ça aurait pu être un plan fixe. Non, il fait un mouvement de cam. Je trouve ça d'une beauté. Il est lent, il va très bien avec l'ambiance qui est en train de s'installer. Il y a une pendule, je crois, dans cette scène. Ouais, tout à fait. Il y a plusieurs plans sur l'heure qui passe, etc., qui fait bien comprendre que bon, il se passe un truc alors qu'il montre pas grand-chose. Et ça, ben, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Léon, et moi, il n'y a pas 50 cinéastes qui sont capables de faire ça. Mm. Et Léon et Melville en font partie. Des gars qui sont capables de te montrer une scène où il se passe pas grand-chose, voire rien, mais où t'es limite debout sur ton siège à pu tenir tellement il y a une espèce de tension, d'attente, de putain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui m'attend? Il y a un truc. Il se passe quelque chose. Je sais pas. C'est pas la méthode Hitchcock. C'est encore dans autre chose. Hein, le maniement du suspense. On en parlera sûrement à l'occasion. Il n'y a pas de problème dans la horde. Mais là, vraiment, il se passe quelque chose dans ces plans-là.
Et alors je cite cette scène-là, mais des scènes d'anthologie, je crois que le film, il y a que ça. On n'a Donc, pas parlé de la scène de l'exécution. La scène dans le bunker. Ouais, dans le bunker, là. Le plan, si, ouais, faut en parler de ça. Le simple plan sur les Allemands. Sur les Allemands au fond, avec leur mitrailleuse. Quand on commence à comprendre ce qui va se passer, ils vont retirer toutes les menottes, les chaînes aux prisonniers pour les faire courir dans une espèce de couloir sans issue. Il va falloir qu'ils courent pour échapper aux balles qui vont être tirées depuis l'autre bout de cette espèce de bunker. Le premier arrivé aura le droit d'être tué que le coup d'après. Voilà. Enfin, il aura le droit de recourir la fois d'après, quoi. Voilà. Et voilà. Mais c'est quand même. Oh, oui. Merde. Enfin, il se passe quelque chose d'absolument hallucinant dans cette séquence. Alors, c'est joué évidemment aussi bien par ceux qui sont autour de Ventura que par Ventura lui-même. C'est à la perfection. Et puis, alors, c'est surtout que cette scène-là occasionnera ce fameux écho dans le carton final du film, oui. Où on apprend comment finit Gerbier, le personnage de Gerbier, ouais. quand il est dit que ce jour-là, donc le jour où il est effectivement mort, qu'on ne voit pas, il décida de ne pas courir. Alors, petite référence à cette foutue scène qu'on s'est bien pris dans la gueule une demi-heure avant, et puis on comprend, ah oui, il a pas couru, ok, on imagine ce qui s'est passé, et on imagine, encore une fois, suggestion. Tiens, suggestion. Oui. Ce serait bien aussi ça. Suggestion, paranoïa, silence, ambiguïté. Voilà des notions qui, je trouve, sont totalement transcendées par le film de Melville, par son cinéma en règle générale, mais alors vraiment en particulier avec l'Armée des Ombres. Et bon, voilà, on va pas refaire tout le film, hein, mais ce film-là, il dure 2h25, c'est 2h25 de magnificence absolue. Alors ça, c'est un film nécessaire. Dans l'épisode précédent, on avait dit que MASH, c'était un film pour l'histoire du cinéma, c'était un jalon de ci, de ça, ok. L'Armée des Ombres, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, je pense connaître la réponse, c'est un film nécessaire. C'est vraiment, c'est un film d'importance historique, d'importance culturelle, évidemment. Alors artistiquement, on va pas inventer ses qualités, Mika, tu l'as très bien fait déjà dès ta présentation, mais je pense que si on devait citer... moi, il y a Le Corbeau qui me vient à l'esprit de Clouzot pour le film tourné pendant la guerre, voilà, et pour des raisons un petit peu différentes, encore qu'on pourrait faire des ponts. Mais si on devait citer une série de films français historiquement indispensables, culturellement totalement réussis et qu'il faut avoir vu dans sa vie, je pense que L'Armée des Ombres, on peut le mettre dedans. Oui. Hein, je sais pas, Oui. Voilà. Oui, d'autant plus en tant que Français, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, Voilà. Oui. Mais parce qu'il fait appel en même temps à la mémoire collective, à l'histoire collective, à l'histoire individuelle que chacun peut avoir, à la réflexion, en même temps qu'à l'organique, au niveau des tripes, et au niveau de plein de choses. C'est un film de ces grands ratages aussi qu'il peut y avoir dans l'histoire, de ces moments invraisemblables où t'as deux frères qui se retrouvent dans le même bateau sans se voir. C'est hallucinant, quand même complet, ce truc-là. Parce il y a le grand patron qui vient. On sait finalement qui c'est à la fin. Luc Jardy, c'est le personnage du frère de Jean-Pierre Cassel. De Cassel, oui. Qui, non, mon frère, il est jamais au courant de ça, il est trop perdu dans ses livres, mon frère. Alors que c'est lui le chef. Et ils le savent pas, l'un et l'autre. Incroyable, quoi. Ça renforce justement cette tension aussi. Voilà. Je regarde dans le vide parce que je crois que j'avais pas compris ça. Non, mais oui. Enfin, j'avais compris qui étaient les personnages, mais je pensais que je crois que j'avais mal saisi le truc. C'est dévoilé la scène où il se rend chez lui, chez Meurice, où ils déjeunent ensemble dans cette. Il l'appelle Saint-Luc. Maison. Il l'appelle Saint-Luc. Saint-Luc, voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est fabuleux. Film témoin. Tiens, voilà, j'ai trouvé tout à fait. C'est un film témoin en fait, L'Armée des Ombres. Film témoin de notre histoire, film témoin d'une époque, alors qui datait d'un peu plus de 20 ans au moment où le film est sorti, mais c'est... ce film-là n'existerait pas, je crois qu'on sentirait son manque. Il y a un truc avec l'Armée des Ombres, moi je trouve que c'est vraiment un film capital.
Voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et si Melville a un retentissement jusqu'aux États-Unis, un mec comme Tarantino, alors Tarantino qui peut parfois sortir des grandes phrases, des trucs, l'allusion à Paul Dano, bien sûr. que t'as fait, Oui, parce que bon, il la est merde capable aussi, de sortir, bien sûr. il est capable de sortir un peu con-con, Oui, Tarantino. mais il vieillit lui aussi. Ouais, mais par contre, Melville, ça fait quand même juste 30 ans qu'il nous bassine avec, hein. Donc là-dessus, il est constant. Hein. Et Jean-Pierre Melville, il a toujours dit que c'était des Reservoir Dogs. Il avait expliqué l'importance de l'imagerie du cinéma de Jean-Pierre Melville, ce que ça avait infusé chez lui. Bon, bah voilà, ce gars-là, des cinéastes qui se sont exportés jusqu'aux États-Unis, quand on sait que les Américains sont quand même pas très portés sur le cinéma étranger, ils aiment bien leur cinéma à eux, mais quand il y a un film bien qui sort à l'étranger, bah ils font un remake. Bah ouais, Jean-Pierre Melville est arrivé jusque là-bas quand même. Ouais. Un mec qui a pas fait énormément de films, un mec qui est mort quand même depuis plus de 50 ans maintenant. Bah Jean-Pierre Melville, il connaît ça-bas. Hein. Tarantino, ça reste quand même un cinéphile, un cinéaste. Oui, certes. Et c'est une minorité du peuple américain. Je te parle pas du peuple. Le peuple américain ne sait pas qui est Jean-Pierre Melville. Hein, faut pas rêver. La plupart, oui. Mais voilà, moi c'est... de toute façon, dans toute anthologie du cinéma qui se respecte, Melville est forcément cité, heureusement, et certains de ses plus grands films en particulier. Et L'Armée des Ombres fait partie. J'aime tous les films que j'ai vus de Melville. L'Armée des Ombres, c'est encore un cran au-dessus du reste, avec aux côtés du Cercle Rouge, que moi je mets vraiment aussi très haut. Mais voilà, donc c'est pas rien. Bah, c'est mine de rien, tu vois, c'est que moi j'arrivais avec vierge de toute sa filmographie, et pour que je comprenne l'importance du type en regardant qu'un film. Bon, après j'ai pas commencé par le pire, par le plus petit, ça c'est sûr. Voilà, mais pour que je comprenne en un film qui est Jean-Pierre Melville, son importance dans le cinéma, je pense que ça en dit long sur le bonhomme et de ce qu'il a laissé. Après, on a cité pas mal de scènes du film, mais il y en a tellement d'autres à citer. Mais toutes sont extraordinaires. Ma scène préférée reste celle où ils vont décider de tuer Mathilde, où ils sont dans la planque de Gerbier. Oui, c'est exceptionnel. Et à ce moment-là, il y a le gorille Christian Barbier. Ouais. Et le masque. Le bison. Le bison et le masque, parce qu'ils ont des alias qui arrivent pour lui dire bah c'est bon, tu peux sortir, ça fait 3 mois que t'es là, ou un mois, ouais. Un mois que t'es là, tu peux sortir, c'est bon, ça s'est calmé, machin. Et en fait, ils arrivent et en fait, Gerbier leur dit il va falloir qu'on tue Mathilde. La façon dont il le dit, il faut liquider Mathilde de toute urgence. Voilà, et un truc comme ça, puis alors dit de manière totalement froide. Et du coup, comme c'est ce petit groupe qui a vécu énormément de choses pendant cette guerre et tout, d'ailleurs, le bison et le masque ont accompagné Mathilde sur cette mission pour aller chercher Félix. Donc ils sont très proches sans l'être vraiment, parce que c'est des frères d'armes en fait, tout simplement, et vraiment où le bison s'offusque et va même jusqu'à presque être violent envers Gerbier. À ce moment-là, il y a comment il s'appelle, Luc qui arrive, donc le chef de la résistance, qu'on pourrait comparer à un Jean Moulin, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, ça fait écho à son carton de fin, puisque il ne lâchera qu'un seul nom, le sien. Ouais. C'est vrai. Alors, tu vois, pour passer du temps sur Wikipédia et à regarder des pages de résistants. Alors, je sais pas si c'est un truc français de nous et tout, mais il y a beaucoup de résistants qui ont cette réputation-là d'être morts. D'accord, oui. J'ai tombé sur 4 ou 5 pages de résistants morts pour la France, où dans leur biographie, c'était écrit machin, ils ont fait ça. Il se fera prendre, il ne donnera qu'un seul nom, le sien. Donc je sais pas si c'est un truc qui était une espèce de truc que faisaient les résistants. Ou si c'est... Mais c'est juste que j'ai dit Jean Moulin parce que c'est celui qu'on nous apprend à l'école. Voilà, un nom emblématique, évidemment. Voilà, et puis voilà. Mais en tout cas, dans cette scène où Luc arrive et il les regarde, il fait non, en fait, on va vraiment tuer Mathilde, tu vas t'asseoir, on va t'expliquer, ou alors parce que c'est elle qui nous supplie de le faire. C'est elle qui nous supplie de le faire à travers ce truc. Et en plus, le plus déchirant, c'est qu'elle s'est fait choper, elle s'est fait piéger
parce que elle avait la photo de sa fille. La photo de sa fille. Et Que Ventura lui avait dit de virer et qu'elle n'a pas fait. Et en fait, c'est là toute la tragédie de ce personnage aussi, qui est assez irréprochable dans sa résistance et dans son que ça soit dans son implication ou son exécution des missions. C'est que c'est son seul péché. Ça aurait été son seul péché. Garder la photo de sa fille. Et du coup, ils ont un moyen de pression sur elle. Et en plus, le truc de pression horrible, quoi. Oui. Ils ont pas besoin de la toucher. Ils lui disent juste, on va l'envoyer dans une un maison, bordel, dans un bordel en Pologne, je sais plus. Voilà. Enfin, je sais plus comment c'est. Ouais. Oh, quelle horreur. Mais ce film dégouline d'horreur. Ouais. Et c'est très très bien transmis. Notamment, moi, je me retire vraiment pas ce truc de la tête. C'est parce que Melville l'a vécu. Oui, je pense que ça joue forcément, oui. C'est sûr. Ça joue forcément, et puis moi je suis resté vraiment sur le cul, j'ai stressé, et comme on le dit, comme je l'ai dit dans ma chronique, il joue beaucoup sur les silences, les échanges de regards, et beaucoup de regards veulent dire tellement. On a exactement utilisé les mêmes phrases pour Il était une fois dans l'Ouest, en fait. C'est pas faux. Mais moi moins. Mais mais je veux dire, c'est... Ouais. La rhétorique qu'on utilise sur ce film-là peut se dupliquer quasiment mot pour mot pour l'Armée des Ombres. Tu sais, on peut faire l'échange avec ce que j'avais dit de Il était une fois dans l'Ouest, où en fait moi l'histoire d'Il était une fois dans l'Ouest me parlait pas. Ouais. C'était pas la technique derrière. Là, il y a la technique et l'histoire me parle, parce que comme tu l'as dit, Quentin, on connaît un peu tous ces endroits. Moi, vraiment, le côté de la campagne, en fait, il y a certains villages... nous, on est en campagne. Il y a certains villages qui n'ont pas bougé. Bon, les nazis sont partis, encore une chance, mais ils n'ont pas bougé d'un poil. Donc, ces routes, ces maisons, tout ça... Ces champs, ça nous parle. Hein. On connaît. Et c'est pas... Et puis en fait, on est sur je le disais un petit peu, c'est arrivé un petit peu dans ma chronique comme un cheveu sur la soupe. Mais on n'est pas là pour être beau. On n'est pas là pour être lisse. On n'est pas là pour regarder à quel point la France est belle malgré la guerre. Non, là c'est froid. On est dans la résistance. Ça rigole pas. Et ça rigole pas, et ça renvoie à ce que ça avait de ce qu'il fallait de structure, ce qu'il fallait de mise en place. Il fallait des approvisionnements, il fallait de l'argent. Ouais. Il fallait beaucoup d'argent. C'est de là que pour le voyage en Angleterre, c'était aussi ça. Il fallait, c'était sans arrêt ça. Il fallait des armes, il fallait une mini-milice, notamment avec cette scène où justement il dirige la résistance dans cette espèce de maison de riches, où on nous explique le personnage qui dirige cette maison, qui est un ancien mec qui faisait de la milice, il y avait une milice avec pour le ses protéger. Potes de la chasse ou je sais pas trop quoi. C'est lunaire, mais ça c'est des choses véridiques qui sont vraiment passées. Oui. Et comme tu le disais, David, c'est là où toute l'importance du film prend de l'ampleur. Je sais pas si ma phrase est très... Oui, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais voilà, enfin, on pourrait gloser 3 heures dessus, hein, mais on l'a dit, on le redit, voilà, ce film-là, film d'utilité publique, c'est quoi le truc, je sais plus comment on dit, voilà, moi je trouve on dépasse le cadre. Alors moi qui suis cinéphile, je trouve que c'est un film absolument indispensable, un chef-d'œuvre. Voilà. Oui, on est tous d'accord. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Il y a pas tellement à tergiverser. C'est un chef-d'œuvre. Et au-delà des qualités artistiques du film, etc., c'est que il y a tout ce que ça implique dans ce qu'il représente, et son importance historique et tout, elle est plus à démontrer. Et ça, vraiment, là, ceux qui nous écoutent, si vous ne l'avez jamais vu, alors bon, malheureusement, vous l'a spoilé. J'espère que vous aurez stoppé l'écoute de ce podcast, que vous serez allé voir le film et que vous reviendrez nous écouter après. Mais vraiment, revoyez même l'Armée des Ombres, parlez-en autour de vous. C'est un film faut pas que ce film disparaisse des radars. Surtout pas, il faut regarder l'Armée des Ombres. Et les profs d'histoire qui nous écoutent, ça serait bien que vous leur fassiez montrer, faudrait montrer ce film pour faire comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était. Ouais, je pense que ça peut donner, on ne l'a pas vécu, on l'a dit, hein, mais ça peut donner une petite idée de toutes les atrocités, les dégueulasseries que pouvait occasionner la guerre. Ouais, effectivement, je pense qu'on n'est pas loin.
On n'est pas loin de la réalité. Déshumanisation, la déshumanisation, voilà. exactement. Alors, raconté à l'autre bout du spectre de ce que l'humain est, mais ça renvoie aussi à ce que racontait le film précédent de MASH. Hein, voilà. Bien sûr. Il y a une déshumanisation qui est occasionnée par la guerre. Alors, elle peut prendre tout un tas de formes, mais là, on est aussi là-dedans. Ouais. Bah, moi, c'est bon. Ok. Je pense qu'on peut passer au second film de la sélection. Ouais. En tout cas, je pense qu'on est 4 à vous conseiller le film. Oui, que là, je ça arrive que ça fasse l'unanimité, mais que ça fasse l'unanimité à ce point-là dans le positif. Ah bah, on est tous d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, allez-y. Là, allez-y, oui, voilà, il n'y a pas de débat là. Voilà, Ouais. et bah d'ailleurs, tu vas continuer à causer, toi, Ouais. et puis c'est parti pour ton film. Voilà, on va essayer de faire un peu plus léger en termes d'ambiance. Ladies and gentlemen, you're about to meet two of the dearest, most delightful, and wonderful people it will ever be your pleasure to know. The White Sister, Angela, and her lone companion, Corporal Allison, U.S. Marines, marooned together behind enemy lines on a South Pacific island. Donc Dieu seul le sait, on revient sur du cinéma américain après un petit passage du côté français. On est en 1957, donc on aura fait, je sais plus si on l'avait dit, on aura fait à rebours depuis le début dans l'ordre inversement chronologique. Là on est sur le film le plus ancien de notre sélection. Donc 1957, Dieu seul le sait, de John Huston, Even Knows Mr. Allison. Voilà, donc traduction littérale, si ce n'est que le personnage, le nom du personnage, Mr. Allison, disparaît du titre français. Scénario, c'est John Huston qui s'y colle. Il coécrit avec John Lee Mahon d'après le roman de Charles Shaw. Et puis comme protagonistes principaux, et ce sera d'ailleurs les deux seuls du film, puisqu'on n'a que 2 acteurs principaux dans ce film d'1h45 à peu près, Deborah Kerr et Robert Mitchum. Voilà. Alors on va commencer avec le pitch du film, comme ça on est débarrassé, on le dit assez souvent, c'est pas le truc qui nous éclate le plus, et puis ensuite on passe aux choses plus intéressantes, aux affaires. Donc le pitch, un marine nommé donc Allison, joué par Robert Mitchum, échoue seul sur une île en plein Pacifique et au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Sur l'île, il va trouver une seule survivante, Sœur Angela. Ensemble, ils vont apprendre à survivre et à plus ou moins bien contrôler leurs sentiments, sachant qu'en parallèle, finiront par arriver des Japonais sur l'île. Et ça arrive, ça à peu près, j'ai dit que le film faisait 1h45, ça arrive au bout de peut-être 40 minutes. Donc assez tôt, on se rend compte qu'il va y avoir une problématique extérieure qui va être assez embêtante pour eux. Ils vont être obligés de vivre reclus dans une petite grotte à quelques distances de la demeure dans laquelle était installée Sœur Angela, donc jouée par Deborah Kerr. Alors les artistes autour du film, on va faire un petit panorama rapide, et puis après on parlera un petit peu plus du film en lui-même, du projet, de ce qu'il y a dedans. Alors comment ne pas parler du réalisateur du film, John Huston, immense cinéaste, très éclectique dans ses choix de sujets. Il réalise près d'une quarantaine de longs métrages entre 1941, avec Le Faucon Maltais, et 1987. Il naît en 1906 et meurt en 1987, donc autrement dit, il tourne jusqu'à la fin. Alors, il est connu pour être un cinéaste qui a fait son dernier tournage dans des conditions physiques et de santé assez catastrophiques. Apparemment, il était déjà très malade. Voilà. Alors, juste avant le film qui nous intéresse aujourd'hui, Dieu seul le sait, Huston réalise l'un de ses meilleurs films, Moby Dick, 1956. Alors il est à l'aise dans le film noir, Le Faucon Maltais, je l'ai cité, son premier film, Quand la ville dort, avec ma chère Marilyn, Sterling Hayden, excellent film noir. Il brille dans le cinéma d'aventure, Le Trésor de la Sierra Madre, alors je crois qu'on est au moins 2, Quentin, à l'avoir vu autour de la table. Tout à fait. Voilà, Tout à fait, extraordinaire tout à fait. film avec Humphrey Bogart. 1948, L'homme qui voulut être roi, 1975, avec Michael Caine et Sean Connery. Très bien ça aussi. Ah ouais, c'est très très bien. African Queen, 1951, avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn, que j'ai revu à la hausse. Je l'ai revu là pour. Je me suis bouffé un petit cycle Houston là. Pareil, j'en avant ai la vu 3, présentation. 4, 5, un truc comme ça. Ah bah j'ai vu revu ça. African Queen et je l'ai carrément réévalué.
il m'avait pas transporté le premier coup. Là, je me suis régalé. Bah c'est très bien, ouais. Bah d'ailleurs c'est assez marrant, c'est un peu c'est assez similaire au film dont on va parler. J'en reparlerai, tout à fait. On peut faire des ponts entre les deux. Il filme des drames, des œuvres plus légères, entre autres l'audacieux Le Dernier de la liste. Alors pareil, qui est un film que j'ai revu dans mon petit cycle que je me suis fait de John Huston. Film de 1963 avec sa pléiade de stars grimées. Robert Mitchum, qui joue donc pour la seconde fois à ce moment-là avec Huston, Burt Lancaster, Tony Curtis, Frank Sinatra, alors même en partie Kirk Douglas. Tous les comédiens se dévoilent. Alors Kirk Douglas, on le voit sous sa véritable apparence pendant le film, mais la plupart des comédiens que je viens de citer, ils ne se dévoilent que dans le générique de fin. On les a vus sans vraiment savoir que c'était eux, ils sont déguisés, etc. Enfin, le concept du film est assez rigolo. Moi, il y a un petit côté ludique dans ce pseudo-film policier d'espionnage que j'avais trouvé assez sympa. Enfin, il tape vraiment dans tous les genres. Il adapte brillamment Tennessee Williams avec La Nuit de l'Iguane en 1964 avec Richard Burton, un acteur que j'aime énormément, Ava Gardner, encore Deborah Kerr, qui elle aussi du coup joue une seconde fois avec John Huston. Les vedettes se bousculent dans l'œuvre du cinéaste, et puis celui-ci qui d'ailleurs n'oublie pas de faire l'acteur. Il apparaît dans bon nombre de films, et l'une de ses prestations les plus marquantes étant bien évidemment dans le film de 1974. Attends. Eh ben non. Chinatown. Ah oui, bah tu me regardais. Et bah voilà. Non, j'aurais zappé. Je l'ai vu qu'une seule fois il y a longtemps. Ok. Donc John Huston a un rôle vraiment important dans... en tout cas un personnage clé dans le film de Polanski 1974. Bon voilà, c'est quand on cite les grands rôles de Huston, souvent on cite celui-ci. Alors il est coutumier des tournages épiques et il est un peu à l'image de sa filmographie, hein. C'est un personnage haut en couleur. Il a été boxeur, il a été aventurier, Huston. Alors j'ai vu à peu près la moitié de ses films, donc soit une petite vingtaine on va dire. Et je considère que les qualités importantes de la plupart de ses titres rendaient son passage au sein de l'Ordre Sauvage un petit peu obligé. Et puis comme il y a quand même quelques-uns de ses films que j'aime énormément, dont celui dont je vais parler aujourd'hui, eh bien c'était un petit peu l'occasion, à travers ce thème du film de guerre, d'évoquer la carrière de ce gars-là. Donc aujourd'hui on s'intéresse à un film tourné avec seulement 2 vedettes, hein, je l'avais dit, qui tiennent à elles seules l'essentiel de la durée du film. Nous avons donc Robert Mitchum, immense acteur américain à la carrière impressionnante. Lui, il est né en 1917, il est mort en 1997, à 2 ou 3 jours de James Stewart d'ailleurs. 2 grands acteurs américains qui ont disparu à 2 ou 3 jours d'intervalle, ou la veille, le lendemain, l'un de l'autre. Enfin bon, ça m'avait marqué d'ailleurs à l'époque. Je connaissais déjà Robert Mitchum, j'avais beau avoir 20 ans, mais j'avais déjà vu des films avec Robert Mitchum, et je me souviens du décès de l'acteur. Alors il a joué dans plus d'une centaine de films, dans tous les genres. Alors il a fait des films de guerre, des westerns, pas mal de westerns, des polars, des drames. Il côtoie les plus grands réalisateurs, les plus grandes stars de l'époque. Alors je vais citer très très vite quelques films de Mitchum que je trouve très intéressants. Alors Un si doux visage d'Otto Preminger, avec James Simmons. Il a joué évidemment avec Marilyn Monroe, hein, je crois que je l'avais évoqué quand j'ai parlé de Marilyn dans Rivière sans retour. La nuit du chasseur de Charles Laughton, unique réalisation de Laughton, mais pas n'importe laquelle. Je crois qu'on est au moins 3 à l'avoir vu autour de la table. L'excellent Torpille sous l'Atlantique, un film de guerre réalisé par l'acteur Dick Powell en 1957, très très bon film. Petit drame sentimental, 2 sur la balançoire avec Shirley MacLaine, film de Robert Wise que j'avais beaucoup aimé. La première version des Nerfs à vif de Jack Lee Thompson où il fait face à Gregory Peck. Alors c'est De Niro qui reprendra le rôle de Robert Mitchum dans la version plus tardive de Martin Scorsese. Donc j'ai cité le dernier de la liste tout à l'heure. On pourrait citer Eldorado de Howard Hawks, auto-remake de Hawks de son Rio Bravo, 5 cartes à abattre, à mi-chemin entre polar et western de Henry Hathaway, aux côtés de Dean Martin. La fille de Ryan, sublime film de David Lean de 1970. Il faut que je vois celui-là. Ah ouais, bah faut le voir. Alors d'autant plus que Mitchum a un rôle un petit peu à contre-emploi dans ce film-là. Enfin moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Il jouera à 2 reprises le personnage du privé Philippe Marlowe dans les années 70 dans Adieu ma jolie et dans Le Grand Sommeil. Et puis j'ai revu également récemment Yakuza de Sidney Pollack 1975 où il tient un rôle pareil assez intéressant. Donc vraiment immense acteur. Je vous conseille de voir ou de revoir ses films. Moi c'est vraiment un acteur à la stature imposante et au talent immense. J'aime énormément. Alors quant à Deborah Kerr, elle,
qui donc joue face à Mitchum dans Dieu seul le sait, elle n'est pas en reste. Alors on l'a déjà évoqué au sein de la Horde Sauvage, puisqu'elle jouait, on en a parlé en saison 1, j'avais présenté le magnifique Le Narcisse Noir de Michael Powell. Tout à fait. Et Emmerich Pressburger, elle jouait un rôle de bonne sœur dans ce film magnifique, et Tout là à elle fait. joue encore une nonne dans celui-ci. Alors, je m'en rends compte de plus en plus, et Quentin, tu t'en rends compte par rapport au film dont je parle avec toi et dont je te fais parfois la demande. Nous avons notre petit copain à quatre pattes, notre copine à quatre pattes qui se manifeste. Deborah Kerr, c'est vraiment une actrice absolument gigantesque, et c'est pareil, moi à chaque fois que je vois un film avec elle désormais, je me rends compte à quel point elle a eu une carrière absolument dingue, et elle, c'est une extraordinaire comédienne. Alors, rapidement, Les Mines du Roi Salomon, 1950, film d'aventure aux côtés de Stewart Granger, alors sachant que le film d'aventure est déjà un genre qui à la base me parle. Le Prisonnier de Zenda, toujours aux côtés de Stewart Granger. Tant qu'il y aura des hommes, de Fred Zinman, où elle joue face à Sinatra et Montgomery Clift, entre autres. Elle et lui, avec Cary Grant, film de Leo McCarey 1957, drame sentimental absolument superbe, que je conseille. Les Innocents, un des plus grands films fantastiques de tous les temps à mes yeux, de Jack Clayton en 1961, adaptation du Tour d'écrou d'Henry James. Oui, d'accord. Alors, ça, c'est superbe. Bon, j'ai cité La Nuit de l'Iguane évidemment tout à l'heure, autre film de Huston, très très beau film. L'œil du malin de Jack Lee Thompson en 1966, où elle joue avec David Niven et Sharon Tate. Casino Royale, alors un petit rôle, film co-réalisé par John Huston d'ailleurs, premier film mettant en scène les écrits de Ian Fleming, c'est faux, puisque le cycle des James Bond avait déjà démarré un peu plus tôt dans les années 60. Bon là, Casino Royale, c'est une espèce de parodie, ce n'est pas un James Bond canonique. Rien à voir avec le Casino Royale des années 2000 avec Daniel Craig bien sûr. Et puis je l'ai également vu aux côtés de Gene Hackman et Burt Lancaster dans Les Parachutistes arrivent de John Frankenheimer en 1969. Bon, riche carrière pour cette grande comédienne. Donc là, on a un truc un petit peu idéal avec John Huston à la mise en scène et une très grande actrice et un très grand acteur pour ce Dieu seul le sait. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au film. Alors il est intéressant de noter que Dieu seul le sait est le film qui suit Moby Dick dans la carrière de Huston, parce que si l'adaptation de Melville s'achève de la même manière que le roman, avec l'unique survivant de l'équipage du fameux Pequod qui a donc affronté Moby Dick, le film s'achève avec le personnage d'Ismaël à la dérive, paumé au milieu des océans. Et bien le film Dieu seul le sait démarre de la même manière avec son personnage masculin principal joué par Robert Mitchum dans son canot pneumatique qui dérive, merci Bertrand. Ça, c'est la fin de journée, c'est compliqué. Oui. D'ailleurs, tu as fourché, tu as dit adaptation de Melville à un moment. Je pense que tu voulais dire adaptation de Herman Melville, oui. Ah pardon, d'accord. C'est le roman de Herman Melville. Ah, oui, pardon. Ah oui, alors c'est que j'ai pas oui. cité le prénom. Adaptation de Herman Melville. Oui, d'accord, Moby pardon. Dick est écrit. Sachant que Jean-Pierre Melville, c'est un alias. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas dit dans ta chronique. C'est vrai ça. Oui, c'est vrai qu'on cite deux fois le C'est nom le de même Melville. épisode, c'est bon. Voilà, tout va bien. Donc voilà, c'est marrant de voir que le Moby Dick s'achève comme Dieu seul le sait commence, avec un personnage à la dérive dans un canot. Du voilà. coup, tu viens de spoiler la fin de Moby Dick. Oui, alors bon, Moby Dick, le roman, il a pas 2 siècles, mais pas loin. À un moment donné, voilà. Oui, j'ai spoilé un petit peu Moby Dick. Oui, mais Je suis désolé. Lisez Moby Dick parce que c'est un des plus grands romans de l'histoire de la littérature. Et voyez le film de Huston puisque c'est son meilleur film à mes yeux. Ça n'engage que moi. Voilà. C'est le petit aparté. Bien. Donc, bien. Alors Huston appréciait son film. Alors lui qui pouvait par ailleurs se montrer très critique. Il a entre autres été très critique envers le western qu'il avait tourné avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn un petit peu plus tard, Le Vent de la Plaine, pour tout un tas de raisons. Il a toujours eu beaucoup d'estime et de considération pour Dieu seul le sait. Donc ça déjà c'est estimable de voir que le réalisateur lui-même était capable de dire qu'il avait réussi dans son projet. Mais ce sera pas seulement une réussite pour Huston. Le film laisse également un excellent souvenir aux 2 comédiens qui l'interprètent. Deborah Kerr et Robert Mitchum s'entendent parfaitement bien. Ils rejoueront d'ailleurs ensemble un petit peu plus tard dans un autre film, Horizon sans frontières, si je ne dis pas de bêtises. Mitchum est un acteur vraiment impliqué, doué, et Huston n'hésite pas à le comparer au plus grand.
Alors voici une anecdote d'ailleurs venant d'une interview avec Bertrand Tavernier, que Tavernier cite dans son épais volume Amis américains, où il interviewe plusieurs grands cinéastes d'outre-Atlantique, et où Huston se confie sur Robert Mitchum. Alors là, je vais citer ce qui est dit. Vous vous souvenez quand il rentre dans l'herbe pour atteindre la tente des Japonais, dans Dieu seul le sait. On tourne la scène une fois, et je demande une seconde prise, puis une troisième. Et chaque fois, il fallait aller là où l'herbe n'avait pas été piétinée. On aurait pu garder la première prise. J'ai dit, donc c'est toujours Huston, hein, j'ai dit, ça va, c'est dans la boîte. Et il s'est alors retourné, Mitchum. Je me suis aperçu que son corps était couvert de sang. Ces herbes étaient non seulement coupantes, mais elles étaient empoisonnées. C'était pire que de ramper sur des lames de rasoir. Et il m'avait tourné le dos pour que je ne voie pas le sang et pour être prêt à ramper à nouveau si je le demandais. Voilà le genre d'homme qu'est Mitchum. Et c'est en même temps l'individu le plus sensible qui existe. C'est un véritable anarchiste, et sous des aspects bourrus, un type très cultivé et un bon musicien. Il ne se prend pas au sérieux, ce qui est une qualité à notre époque. Incroyable. Voilà le portrait que John Huston fait de Robert Mitchum. Alors c'est vrai qu'on a souvent entendu au sujet de Mitchum, il a l'air endormi quand il joue, il a pas l'air impliqué. Il y avait une espèce de nonchalance dans le jeu de Mitchum, qui moi fait partie intégrante du talent du mec, en ce qui me concerne. Eh bien, Huston, donne, alors non pas une interprétation, mais une vision un petit peu différente de Robert Mitchum, de ce qu'il pouvait dégager, de ce qu'il pouvait être sur un plateau de tournage. Mais c'est vrai que je me permets de te couper là parce que ça fait écho, mais c'est comme la séquence où je crois que les Japonais sont déjà sur l'île, il va pêcher. Oui. Et donc il est sur les rochers, les rochers, oui. Et il y a un bateau qui apparaît, du coup il se met en retrait dans un coin où l'eau est en train de monter, il y a le ressac, descendre, etc. Et il se vraiment, prend de la flotte sur la gueule. Et c'est un seul plan, et l'eau le recouvre. Oui. Et ça dure plusieurs secondes, puis l'eau s'en va. Oui. Et tu te dis, mais ils ont tourné ça. Il y a a priori pas de trucage. Mais ça rejoint effectivement l'anecdote dans les herbes. Et j'étais là, mais c'est fou de tourner un truc pareil. Genre, c'est on est hyper d'accord. dangereux. Mais... Ah bah maintenant, les assurances, ça serait plus d'accord. Hein. Sauf il y a moyen, ce serait une doublure, ce serait fond vert, ce serait machin. Là, c'était là, il a bu la tasse. Il y a moyen. Quand il y a peut-être danger de mort, je comprends qu'on puisse utiliser des artifices. Oui, bien sûr. Après, bien sûr, c'est cool que ça rende vrai, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si on aurait le même regard que sorti à l'époque. Voir ça à l'époque en salle, tu dois te dire genre, ok, c'est impressionnant, mais à l'époque, les risques étaient peut-être différemment. Aujourd'hui, t'as tout de suite la conscience de l'acteur et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il prend là? C'est ça. Maintenant, en fait, c'est un truc pour faire de la pub. On l'a vu avec l'émission Impossible de Tom Cruise. Oui, qui est l'un des seuls acteurs qui fait ses cascades. Voilà. Mais là, c'est un truc publicitaire. Tellement ce n'est plus fait. Mais à l'époque, je suppose que c'était un peu plus. Bah, ça coûtait moins cher de juste le faire, quoi. Voilà. Et que le gars prenne le risque. Point barre. Bah, bref. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote de tournage et puis décrire un petit peu qui était Robert Mitchum et voilà. Donc moi puis ça m'arrange parce que ça va dans le sens où je veux, c'est-à-dire de dire que c'était vraiment un immense comédien. Alors par certains aspects, donc là du coup je me l'étais noté, tu vois Quentin, Dieu seul le sait rappelle évidemment un autre Huston bien connu, African Queen. Alors en fait, African Queen c'est pareil, nous avons un couple isolé sur un bateau en l'occurrence, ils sont pas coincés sur une île mais ils sont sur un bateau, ils évoluent sur un fleuve en plein cœur de l'Afrique, deux protagonistes qui viennent pas du même monde, qui vont apprendre à se connaître, etc. Une intrigue amoureuse qui se greffe dessus, alors on va dire un petit peu plus loin dans African Queen, bien sûr. Mais voilà, donc le concept de départ des deux films n'est pas très éloigné, effectivement, sachant qu'il les a tournés à peu de temps d'intervalle l'un de l'autre. Hein. Ce sont deux films des années 50. Voilà, donc il y a un petit parallèle à faire entre ces deux projets. Donc le tournage se révèle assez physique, on vient de le voir pour Mitchum entre autres. Alors entre séquences dans la mer, tu l'as très bien souligné Quentin, la progression rampante qu'on vient d'évoquer dans le souvenir de Huston. Tout cela se tournait sur l'île de Tobago pour les extérieurs. Je crois que les intérieurs ils les tourneront en Angleterre. J'ai pas revérifié l'info, je crois que les intérieurs, certains intérieurs seront tournés en Angleterre. Moins exotique du coup. Voilà. Bon. Après les intérieurs, il y en a pas non plus énormément, hein. Donc des intérieurs dans l'absolu. Donc le traitement du sujet est d'une sobriété exemplaire, parce que rappelons quand même que c'est donc un soldat et une nonne qui sont bloqués seuls sur une île. On dirait le début d'une blague. Voilà, l'imagination peut vite galoper, pour le dire gentiment. Il faut noter que jusqu'au bout, spoiler alerte, il n'y aura aucune étreinte entre Mitchum et Deborah Kerr.
Pas un baiser, rien. Absolument rien. La fin est d'ailleurs dépourvue d'ambiguïté. Hein. Certains ont voulu en voir une. Alors ça, on pourra d'ailleurs en discuter tous les quatre. Moi, personnellement, je vois aucune ambiguïté dans le dénouement. Lui, il est blessé, il va être soigné, etc. Elle va continuer dans ses œuvres religieuses. Elle va faire sa confirmation parce qu'elle n'est pas encore complètement. Il y a une étape supplémentaire qui doit l'amener vers son statut définitif de bonne sœur. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. S'il y a pu y avoir à un moment donné des sentiments, alors lui en éprouve, il les exprime. Ouais. Hein. Elle, si elle a pu en éprouver, elle les réfrène et elle ne les exprimera pas. Voilà. Comme quoi, une belle histoire d'amour peut être racontée sans ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, on est tout à fait. C'est exactement ça. Voilà. Ouais. J'aurais pas dit mieux, c'est ça ? Comme dans certains autres films. Ah ouais, ça y est, il me regarde parce que Lost in Translation, tout ça. Ah là là. Oui, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je suis content que tu m'aies compris. Je l'ai vu dans ton regard, Quentin. Alors, par un stratagème scénaristique, Sœur Angela, donc Deborah Kerr, sera visible le temps de quelques plans sans sa tenue de religieuse. Elle tombe malade après avoir fait un passage sous la pluie, etc. Elle garde ses vêtements imbibés de pluie, etc. Elle tombe malade et on verra sa chevelure. Alors évidemment, cheveux coupés assez courts, mais il n'empêche qu'on la verra sans sa tunique de bonne sœur, tandis qu'elle est allongée dans la grotte, fiévreuse et tremblotante, et Mitchum essayant de prendre comme il le peut soin d'elle. Mais tout en restant, là encore, d'une sobriété exemplaire. On comprend au détour d'un plan que c'est pas lui qui la déshabille. Il tend une serviette ou une espèce de drap, je sais plus. On comprend que c'est plus ou moins elle qui va se dépêtrer de ses vêtements. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Ouais. Justement, c'est lui qui la déshabille parce qu'elle est tremblotante. Ses vêtements sont mouillés. Donc, pour éviter l'hypothermie, il doit lui enlever. C'est lui qui lui enlève, je sais plus. Donc il lui enlève et quand elle se réveille, au lieu d'être choquée, genre vous avez vu les parties les plus intimes de ma peau, et elle le remercie. Ah oui, non, mais elle le remercie. Moi, c'est ça que j'aime bien en clash par rapport à ça. Bien sûr. C'est la sobriété du truc. Oui. Encore une fois, c'est sobre, exactement. Tu devais me sauver la vie, tu l'as fait, merci. Voilà. C'est ça. Alors. John Huston, qui n'était pas très porté sur la chose religieuse, ça c'est le moins qu'on puisse dire, plutôt même anticlérical. Hein. Alors il en joue à plusieurs reprises, dans certains dialogues, entre autres, entre le duo de comédiens. Quand il fait boire un peu de saké à la nonne, tandis que Allison s'enivre, lui, ouvertement, pour ensuite s'en prendre à la religion. Donc je pense qu'il y a des moments, à travers le texte débité par Mitchum, c'est un petit peu Huston qui parle, probablement. En décrivant leur situation désespérée, le personnage d'Allison souligne l'absurdité de celle-ci. À quoi peut-elle mener ce chemin vers la religion, ce respect de la religion, cette dévotion à la religion? À quoi peut-elle mener pour un homme et une femme qui sont désormais seuls comme Adam et Ève avant eux? D'ailleurs, je crois qu'il cite même Adam et Ève dans le dialogue. Alors, Deborah Kerr sera nominée pour son rôle de Sœur Angela aux Oscars 1958. Bon, elle n'aura pas la statuette. Et Dieu seul le sait, marchera très très bien. Ce sera un gros succès. Le public répondra présent. Et alors le matériau de départ, a priori, ils sont plusieurs à s'accorder, Huston inclus, hein, ils sont plusieurs à s'accorder pour dire que le roman de Charles Shaw n'était pas d'un intérêt extraordinaire. Mais il a été vraiment transcendé par l'adaptation en scénario, donc à laquelle il a participé, hein, comme je l'ai dit en début de chronique. Le scénario a été retravaillé et il ménage effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises, une grande subtilité dans le traitement de son sujet, qui peut être surprenant venant de Huston, mais c'est en même temps ce qui fait en tout cas une bonne partie du charme du film. Lui-même a dit qu'il voulait faire un film pur, virginal et sensible. La mission a été accomplie. Alors signalons que la photo du film est signée de Oswald Morris, qui avait déjà travaillé avec John Huston précédemment, puisque c'est lui qui avait signé la photo de Moby Dick. Il fera également la photo des Canons de Navarone de Jack Lee Thompson, il fera la photo de Lolita de Stanley Kubrick, ou encore le dernier long métrage de Joseph Mankiewicz, quelques années plus tard, Le Limier. Voilà, grand chef opérateur, hein. Entre autres, là, on a une photo assez lumineuse tout au long du film, parce que même les scènes dans la grotte sont assez jolies. Alors évidemment, éclairage artificiel oblige, nous sommes dans une grotte, normalement on ne devrait pas y voir grand-chose, même avec une ou deux bougies. Mais voilà, on a affaire quand même à des séquences qui sont assez chouettes.
Alors Oswald Morris ira même jusqu'à signer, alors on parlait tout à l'heure de James Bond avec Casino Royale, co-signé par John Huston, il signera la photo de L'Homme au pistolet d'or en 1974. Un James Bond où c'est Christopher Lee qui fait l'antagoniste. Youpi, je suis content. Clin d'œil à mes plaisirs sauvages, il signe le très beau Sherlock Holmes Attaque l'Orient Express en 1976. Oswald Morris aussi, voilà, la boucle est bouclée. Alors je vais terminer cette chronique un petit peu plus courte que d'habitude, je crois, hein. Vous avez vu les copains, je m'assagis, en donnant mon avis sur le film. Alors vous l'avez déjà compris, Dieu seul le sait, est un film que j'aime énormément. Je crois que ça fait 4 fois que je le vois, dont 2 fois là en relativement peu de temps, et c'est passé de quelques mois, les 2 derniers visionnages. Alors pour moi, l'un des plus beaux titres dans la carrière pourtant riche de son cinéaste et de ses 2 comédiens. Un film au récit puissant, malgré un dispositif d'une grande simplicité. Et moi, c'est vraiment le charme du film, quoi. 2 acteurs, une île, une histoire simple, hein, une nonne et puis un militaire qui se retrouve coincé sur une île. Mais je trouve les dialogues sont économes et en même temps extrêmement pertinents quand ils sont débités. Il y a beaucoup de moments de silence. Il y a beaucoup de scènes où en tout cas on a affaire à des dialogues en japonais, donc on comprend pas forcément ce qui se dit, mais c'est pas grave parce que le propos est vraiment ailleurs. On a entre autres cette longue scène d'attente où Robert Mitchum est coincé sur cette espèce d'étagère au milieu d'un rat qui vient limite le chatouiller. Ce n'est pas un rat, David. C'est un rongeur, mais ce n'est pas un rat. C'est pas un rat. C'est gros, quoi. Bah c'est gros. En tout cas c'est un gros rongeur. Voilà. C'est un rat japonais. C'est un gros rat. C'est le rat géant de Sumatra. Clin d'œil à Sherlock Holmes. Ceux qui connaissent me comprendront. Donc le film charme aussi bien par ce récit d'un amour impossible, parce que finalement c'en est un, hein, et puis dès le début. Mais quelle belle relation entre les 2 personnages malgré tout. Ça charme autant donc par cet amour impossible que par ces moments de suspense. On a donc les interactions avec les envahisseurs japonais sur l'île. Il y en a plusieurs, voilà. Et puis vers la fin, il y a quand même cette séquence où on se dit, ils sont peut-être bien à 2 doigts les Japonais de mettre la main sur la planque, la grotte. Comment vont-ils s'en sortir ? Oui, il y a un petit Deus Ex Machina, mais ça fait plaisir. Petit Deus Ex Machina, mais on s'en fout parce que de toute façon c'est puis le propos tu finalement sens n'est pas qu'il y a là. quelque chose qui vient. Parce qu'il y a la tension, il y a le danger, etc. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui va les sauver. Voilà, c'est ça. Parce que tu sens que c'est le mood du film et tu sais juste pas quoi sur l'instant et t'es là genre... Et il se passe quelque chose. Est-ce que ça serait pas une intervention divine ? Un Deus Ex Machina, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis alors, il y a également ces passages... Il y a également ces passages plus ludiques et légers, globalement le premier tiers du film, qui change quand même le ton bascule à partir du moment où les Japonais arrivent sur l'île, hein, j'en parlais. Voilà, mais la première partie, elle est finalement assez légère, peut-être la plus colorée aussi d'ailleurs, où ils vont pêcher, ils apprennent à vivre ensemble, etc. Voilà, il y a même une certaine légèreté, malgré la gravité globale du sujet. Alors c'est aussi un film de guerre atypique, parce que c'est un film de guerre, hein, sinon je ne l'aurais pas choisi, Quentin ne me l'aurait probablement pas validé, qui adopte un point de vue plus qu'intimiste, parce que des films de guerre intimistes ça existe, mais là, dans le genre, on est quand même dans le truc un peu maximal, hein, c'est-à-dire qu'on suit 2 personnages seulement. Alors les dialogues, bon je l'ai dit, hein, qui sont jamais lourds, parfaitement dosés, des réflexions existentielles, hein, il y a des passages que je trouve assez pertinents là-dessus. Œuvre très riche, agréable à voir et à revoir, vraiment. Il y a un côté, moi je suis bien devant ce film. C'est un film devant lequel je me sens vraiment tranquille, c'est plaisant à regarder. Bon après, hein, je suis en terrain complètement conquis. Hein, non mais je suis dans ton équipe. Voilà, un bon cinéaste, un couple de comédiens que j'adore. Alors, je ne sais pas encore à quel point son visionnage au sein de la rédaction de La Horde Sauvage fait l'unanimité, mais est-il possible de dire du mal d'un tel film ? Et c'est là que vous allez répondre à ma question. Tu nous le dis ou tu nous le demandes ? Je vous le demande. Est-ce qu'on peut dire du mal de Dieu seul le sait ? Même dans le cas où on aurait trouvé ça seulement gentillet, peut-on dire du mal d'un film comme ça ? Voilà. Pardon. Je vous laisse un petit peu la parole. Qui veut se lancer ? Je veux bien y aller. J'ai pas énormément de choses à dire. Hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois pour tous les films et puis chacun un tour de rôle. Mais gentillet, même si le terme paraît un peu excessif, ce qui est bizarre à dire, c'est pas un film qui veut du mal à qui que ce soit, effectivement. Même pas aux Japonais, d'ailleurs. Non, finalement, c'est pas l'ennemi absolu. Alors oui, c'est une menace, mais à aucun moment ça devient ostentatoire ce truc-là. Non, voilà, il y a juste un type qui y passe parce que il y a confrontation 1 contre 1. Bon il y reste. Voilà.
Mais ils en font pas grand cas non plus. Ni lui pendant qu'il se bat, ni elle quand elle l'apprend. Voilà, ça fait pas, c'est un fait de guerre en fin de compte. Ouais. Et puis c'est un japonais. Ils sont tellement nombreux sur cette île. Voilà, ça se trouve, ils vont peut-être même pas s'en rendre compte. Il y a un aspect comme ça. Ils ont dû trouver le corps. Bah oui, quand même. Oui, c'est vrai, il y a l'allusion, oui. C'est-à-dire qu'il l'a traîné à grand-peine à 5 mètres de la tente pour le bazarder, pour le basculer à l'eau. Ouais, il y avait des chances que qui tombent dessus. les mecs allaient finalement finir par tomber dessus, oui. Ou se demander où il est dépassé. Voilà, avant toute chose, oui. Ouais. Bon, après, ça, c'est juste histoire de pinailler. Hein. Non, le film est plutôt plaisant à regarder, reposant. Ouais, reposant, voilà. euh, Ça fait bizarre de dire ça d'un film de guerre, mais enfin avec un fond de guerre. Mais ouais, reposant, c'est... La guerre n'est pas quelque chose d'immédiatement menaçant, en fait. Ouais. C'est... Mais parce qu'elle est lointaine, Voilà. finalement. Voilà, c'est enfin en tout cas pendant un certain temps. Oui, puis on a seulement 2 personnages, le soldat du coup et Deborah Kerr, donc la sœur Angela, ouais. La sœur. La sœur n'a aucune idée de ce que c'est vraiment que la guerre, Oui. Ne s'en fait qu'une idée un peu affreuse et voilà. Et elle a du coup le personnage de Mitchum qui lui au contraire est extrêmement rassurant. Et du coup, ça fait que même quand il y a du danger, lui, il le voit d'abord. Oui. Et il a l'air de maîtriser la situation. Ce qui fait que même nous, en tant que spectateurs, on est apaisé. Ouais, on est apaisé. Parce qu'on sait que voilà, lui, il va prendre les bonnes décisions. Elle va pas. Il y a un moment, il s'en va pendant toute une nuit. Et elle était à 2 doigts de faire la bêtise de sortir. Mais elle a quand même attendu toute la nuit. Ouais. Elle aurait pu se dire faire ça fait n'importe 3 quoi, heures, oui, ouais. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et non, il est parti il y a eu le temps que la nuit se passe. Donc vraiment, il s'est passé longtemps. Et pourtant, il est quand même revenu. Voilà. Non, il y a un côté effectivement apaisant qui vient aussi de ça, du fait que la guerre, elle est pas spécialement présente. Et la seule façon de les présente, c'est lui qui explique. Ok, ils sont là. Ils vont certainement. Il dit même, il sait plus ou moins quand est-ce qu'ils vont repartir. Parce qu'il a l'habitude, il sait combien de temps, voilà. Puis là, dès qu'il les voit plus nombreux, il se dit, ah bon, là, ils vont être présents plus longtemps, ça va être plus la merde, là. Alors, il a l'air de maîtriser, en fait. Il a la vision, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans le personnage de Mitchum, c'est que, effectivement, tu l'as dit, il a quelque chose de un peu, il a la vision, donc on est un peu rassuré, et il rassure aussi l'autre personnage, donc le personnage de Deborah Kerr. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air d'être ouvert. Et j'aime bien moi les interactions qu'ils ont entre les deux, où en fait il y a un parallèle qui est fait entre l'armée et la religion. Oui. À chaque fois, chacun se pose des questions, mais n'est pas méchant ou jugeant. Ils vont effectivement des fois chercher la petite bête. Hein, tu l'as dit. Houston aime pas trop la religion, c'est pas son truc. Alors c'est rigolo de voir une bonne sœur boire du saké, effectivement. Bah là, il s'est amusé, je pense. Hein. Mais moi, j'ai pas vu cette méchanceté, ou en tout cas ce truc qui va venir vers la religion. Aucun des deux ne remet en question le modèle dont il est issu. En fait. Exactement. Il y a voilà, ce truc de questionnement. Lui, je suis un marine, je fais les choses comme ça. Je l'ai connu Exactement. que ça. Et puis elle, je suis religieuse et ça fait des années que j'ai entamé ce processus. J'attends de pouvoir formuler mes vœux définitifs. Voilà. Mais ils campent chacun quand même un peu sur leur position. Le seul moment où il ne sera pas apaisant, c'est quand il aura bu. Et ça va. D'ailleurs, il l'effraie et c'est ce qui provoque sa fuite. Alors, enfin, tu vois, ça. On apprendra plus tard de sa bouche que. Elle n'a pas été effrayée, c'est juste qu'elle est partie parce qu'elle était vexée de ne pas avoir compris ce qui se passait, parce qu'elle le dit, hein, en fait, vous m'avez juste ouvert les yeux sur la situation. Oui, au final, il a dit des vérités, mais qui est moins... Oui, il n'a pas mis les formes, quoi. Non, mais c'est ça, elle a été effrayée par ses mots, et elle s'est rendue compte qu'il disait probablement en partie vrai, et que c'est ce qui l'a fait fuir. Voilà, parce que non, il s'est jamais montré menaçant physiquement avec elle, bien sûr. Et puis, moi, je reste très... comment dire ? Je trouve que cette histoire d'amour, elle est bien écrite. Effectivement, elle va pas au bout. À la fin, effectivement, elle va aller faire ses vœux. Lui, il lui a clairement dit que... Bon, je t'ai dit mes sentiments, mais si tu peux les oublier, parce que je suis un homme et que, voilà, quoi, j'avais bu. Mais on sait que il y a forcément un truc qui vient d'un côté ou de l'autre, mais qui sera jamais
consommé. Il y aura, comme tu le disais, il n'y a jamais eu d'étreinte, de baiser. Il y a même jamais de réconfort physique. Non, c'est ça je l'ai dit, il n'y a aucune étreinte. Ouais. Mais ça reste une histoire d'amour qui est plutôt jolie et que je trouve très juste et moi qui me touche beaucoup. On me regarde. Je sais pas, Quentin, si Il tu faut que veux j'intervienne. ajouter... si tu veux ajouter quelque chose. T'es le seul à pas avoir beaucoup parlé. C'est tout à fait vrai, effectivement. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter par rapport à vous, puisque j'ai suis un peu dans le même cas de figure. J'ai passé un très bon moment, c'était très mignon. Alors, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais pas du tout compris ça. Je pensais, en ayant lu le synopsis, que l'histoire c'était un gars qui se retrouvait tout seul sur une île où il y avait une bonne sœur, une nonne, mais qui était là toute seule depuis longtemps. Et que j'avais pas capté qu'il y aurait l'intervention d'autres japonais qui arriveraient, et que je pensais que ce serait plus un film un peu plus philosophique sur des discussions sur la place du soldat et tout. Du coup, dès le début, j'étais là, ah mais attends, pas du tout. En fait, elle est là depuis 2 jours, donc en fait, ils vont plus survivre, et elle est là depuis 2 jours, et puis elle était là avec un type qui est déjà mort, en fait. Oui, en plus, oui. Oui, on voit la tombe au début. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, du coup, je m'attendais pas à ça, donc je me suis au final laissé surprendre parce que j'étais pas récalcitrant parce que je savais que le film avait très bonne presse, mais du coup, je me suis laissé encore plus emporter par le truc. Il y a des poncifs un peu plus ou moins anciens et des trucs qui sont toujours actuels en termes d'écriture de romance qui fonctionnent toujours sur moi. Le rapport à l'alcool aussi qui là plus un peu ancien et tout, voilà. Mais ça donne un cachet au film qui est vraiment agréable. Il est tout doux, il est court, ça fonctionne bien. Comme vous le disiez aussi, le fait que les Japonais soient pas montrés comme une menace, comme l'ennemi, les méchants ou quoi que ce soit, juste c'est une menace. Oui, mais... c'est pour les têtes brûlées, quoi. Voilà, oui. Oui, en fait, voilà, on n'est pas dans le stéréotype en plus. Oui, voilà, c'est une menace, mais il n'y a pas de menace stéréotypée ou de racisme, on va dire discret, mis comme ça, parce que c'était normal de. Voilà, non, c'est juste, c'est pas important. Ce qui est important, c'est juste qu'il y a une menace, elle se matérialise comme ça. Et non, jolie histoire. J'ai pas grand chose de plus à dire, à part que c'était vraiment super bien. Voilà. Alors moi, je veux juste souligner effectivement que, je crois pas qu'on l'ait dit depuis tout à l'heure, mais c'est effectivement un John Huston assez méconnu. On connaît John Huston, hein, alors que ce soit dans les cercles de cinéphiles, les gens qui s'intéressent au cinéma. John Huston, c'est un nom répandu. On connaît certains de ses films, bien évidemment, et puis il en a quand même réalisé un paquet. Mais Dieu seul le sait, j'ai quand même l'impression que c'est pas un film souvent cité dans ses titres les plus connus. Or, je l'ai dit tout à l'heure, lui-même avait beaucoup d'estime pour ce titre-là, et il est pas rare de voir, par exemple, au sein de la rédac du site DVD Classique, dont fait partie mon camarade Antoine Royer, avec qui je fais mes émissions sur Radio Balistique, format respecté, eh bien, Dieu seul le sait, est plutôt bien placé dans le top de la rédac. Ils ont été un certain nombre à voter. Je crois que c'est plutôt le cas, hein, moi qui, pour citer d'autres sites, moi qui étais sur Vodcaster à une époque, pour ceux qui connaissent Vodcaster qui nous écoutent, Vodcaster c'était un film sur lequel il y avait eu très bonne presse aussi, il était dans les mieux notés, et moi maintenant qui suis sur Letterboxd, puisque Vodcaster est mort, vive Vodcaster, sur Letterboxd, pareil, c'est dans les films, dans le haut du panier donc plutôt, ouais. Et sur Sens Critique, c'est pareil. Possible. Non, mais voilà, c'est donc. Moi, je le sais. Non, mais c'est marrant de voir que c'est donc un film très bien considéré, malgré une notoriété modeste. Donc. Ouais. Alors, je voulais finir en citant, vu qu'en plus j'ai fait moins long que d'habitude, je voulais finir en citant, parce que John Huston a fait des immenses films, il y en a d'autres beaucoup plus anecdotiques, hein. Moi, sur la vingtaine que j'ai vus, il y en a quelques-uns que je trouve, alors, pas forcément des ratages absolus, hein, mais il a une carrière assez inégale. Okay. Malgré tout. Voilà, je tiens quand même à ajuster un petit peu le début de mon discours. Et je me suis amusé à faire juste une liste de mes Huston préférés. Sans ordre particulier. Faire un top, hein. Eh ben si. Pour la première fois, il va y aura un top en direct. Sachant que tu en as vu que la moitié de ces films. Alors j'en ai vu une grosse une vingtaine à peu près, voilà. Sur une petite quarantaine de films réalisés. Donc c'est un top 10, je vais vous citer. Écrit top 10. Je vais vous citer les 10, en sachant que
Les 4-5 premiers sont vraiment ceux que je Après, préfère. c'est pas un vrai top 10, parce qu'un vrai top 10, c'est le 10e, le 9e, le 8e et tout. Là, c'est juste une sélection de Voilà, 10. c'est une sélection pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin. Si vous voyez Dieu seul le sait que vous aimez, eh bien, creusez un petit peu plus John Huston, parce qu'il y a quand même vraiment des titres. Alors, moi, je vais vous dire, selon moi, ceux qui valent vraiment le détour. Mais évidemment, il y a tellement de choses, tellement différentes, qu'il y en a pour tous les goûts. Et c'est surtout qu'encore une fois, c'est extrêmement varié. Mika, tu voulais dire quelque chose? Donc c'est parti pour le 3e listing de films de ta chronique. Oh bah tout à l'heure c'était un passage en revue. Non mais c'est pour te C'était taquiner. oui, mais je sais que tu C'était t'es pas un top, c'était juste un passage en revue. là c'est non, là ça a ouvertement Oui. c'est pas dans l'ordre. Non mais Si en ce tout n'est cas, deux les premiers. auditeurs auront de quoi noter et voir. Voilà. Alors j'ai cité, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, que c'était mon préféré, donc Moby Dick, Dieu seul le sait, qui je crois est peut-être en 2e position dans mes Huston préférés, Le Faucon Maltais, que j'aime énormément, son tout premier film, donc autant dire qu'il frappait fort dès le début, Quand la ville dort, je l'ai également cité, donc 2 polars, et puis Jamais 203, Kill Argo. Kill Argo que j'ai vu pour le gagner. Ah, C'est tu bien, l'as Kill vu, Argo. c'est bien Kill Ouais, Argo. c'est très bien. Edward J. Robinson, Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, donc Bogart, très très bien. Bogart, j'aime bien, du coup, j'étais content. Ouais, non, là c'est vraiment cool. Bah, puis Bogart, il a joué au moins 5 ou 6 fois chez Houston, hein, donc autant dire que on peut se régaler de ce côté-là. D'ailleurs, on reste avec Humphrey Bogart, Le Trésor de la Sierra Madre, Tout à fait. bien évidemment. Que j'ai dû d'ailleurs découvrir grâce à ce film, Bogart Voilà. et Houston, que j'ai vu il y a longtemps. Film d'aventure emblématique, hein, voilà. La Nuit de l'Iguane, que j'ai cité tout à l'heure, que j'aime énormément aussi. Au-dessous du volcan, avec Jacqueline Bisset et Albert Finet. Il y a un volcan. Très, très- C'est un film d'aventure avec un volcan. Ça n'a rien à voir. Merde. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, c'est... Alors, film tardif dans sa carrière, hein, on est dans les débuts des années 80, c'est un de ses derniers films, mais c'est... Enfin, de toute façon, il est connu pour avoir très bien fini Les gens de Dublin, son tout dernier film, est réputé pour être une de ses plus grandes réussites. C'est son dernier film. Hein. Donc Ok. voilà. Au-dessous du volcan, African Queen, bien sûr, que j'ai vraiment réévalué, Ouais, c'est encore cool, une ça, fois. African Queen. Et puis alors, comment ne pas citer L'homme qui voulut être roi, avec l'immense Sean Connery et le très grand également Michael Caine. Ouais, c'est Là, assez vous fou, avez ça. voilà, un petit panorama de 10 films. J'ai fait vite, Mika. Hein, tu peux pas... Voilà. T'aurais pu faire plus vite. Ouais, mais bon. Voilà. Mais voilà les 10 films que je retiens vraiment de la carrière de Huston. Alors, il y a d'autres choses intéressantes, évidemment, puis bah, c'est surtout que j'ai pas tout vu. Mais voilà, c'est un cinéaste assez passionnant quand même. Puis bon, qui a eu une vie, enfin, il a eu 10 vies en une, ce gars-là. Donc, voilà. Donc, je vous encourage à voir Dieu seul le sait, hein, pour ceux qui nous écoutez si vous ne l'avez pas vu. Et puis, n'hésitez pas à creuser un petit peu au-delà, parce que c'était un peu le but aussi de présenter en même temps la carrière de Huston. Et puis, bon, bah évidemment, Deborah Kerr et Robert Mitchum sont magnifiques à tout point de vue dans ce film-là. Pareil, n'hésitez pas à les creuser dans leur carrière, parce qu'il y a vraiment des bijoux, des petites perles aussi bien chez l'un que chez l'autre dans les films. Tout à fait. Et ben j'en ai fini. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait aussi court, moi. Bah ouais, mais après on n'a pas... Y a pas de gras non plus, hein. Y a pas Non. besoin de gras, ou y a Non, pas non, besoin non. de... Non, Écoute, hein, voilà, les gens ont compris l'idée, hein. C'est un film très agréable, très doux, joli, avec une histoire mignonne, qui est pas bébête pour autant. Ah non, qui est bien pas, sûr. qui est pas larmoyante pour rien, c'est assez vrai, assez C'est un film juste. simple, réconfortant, un peu rassurant comme on disait, voilà quoi. Ce qui est assez paradoxal pour un film de guerre. Bref, tout est là. Je ne fais que répéter ce qu'on a dit globalement. Hein. Voilà, Ouais. hein. Voilà. Donc, est-ce qu'on est arrivé au bout? Moi, Plus personne n'a rien à j'ai ajouter. dit ce que j'avais à dire, les gars. Ok. C'est une bonne sélection. Je suis content que Ouais, ce soit. Ça aurait pu être aussi 4 gros films de guerre bien bourrins, ça aurait été très bien. Bah non, on avait une sélection un peu atypique, je trouve. J'en ai profité pour moi à l'occasion pour voir quelques films de guerre par-ci par-là. J'en ai profité pour découvrir Le Pont de la Rivière Kwai, par exemple, que je conseille, c'est super. Je l'ai revu super, l'été c'est super. dernier, mais qu'est-ce que c'est bien C'est ça. très bien. J'ai découvert Oh que là le là. son, la musique sifflée là-dedans, ça venait de ce film. Oui, Je la savais pas marche que du ça- colonel Ouais, Bogie, oui. Voilà, Ouais, je ne ouais. savais pas que ça venait de là. De toute façon, la deuxième partie de... Alors, je suis en train de bien creuser la première partie de carrière de David Lean, puisque faut que je le le fasse camarade aussi. Antoine Royer, que je salue une deuxième fois, m'a passé un coffret avec pas mal de ses films de la première période. La carrière de David Lean, c'est quand même pas rien. Ouais, C'est ça a quelque La chose, fille de Ryan et Le Pont de la Rivière Kwai, entre autres. Pour ses films tardifs, oh là 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 là, mon dieu. Ouais. Donc voilà, le prochain c'est Dr Jivago. Faut absolument que je mette la main sur Dr Jivago. Faut que je le revoie. Voilà, ça devient une nécessité. J'ai vraiment envie de le revoir. Oui, moi je l'avais pas encore vu celui-là, donc faut que je le vois. Bah, Mais c'est- voilà, c'est donc, sublime, sublime. donc voilà, film de guerre. Vous voyez des films de guerre divers et variés. Oui, j'ai- ça peut ne pas être simplement un Oui. plan de bataille, un entraînement. Ah oui, et, ça peut être aussi très ouais. énervé. J'ai Et, voilà. pris le temps de découvrir la version Netflix récente de À l'Ouest, rien de nouveau, Ah oui. que Berger a fait. C'est Berger qui l'a réalisé, le gars qui a fait Conclave. Oui, Voilà, d'accord. Ok, je suis. Voilà. D'accord. Et Oui, donc là, j'ai vu. oui, bah ouais, non, bah oui, ouais, c'est bien.
C'est bien. Il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger ou plein de trucs et tout, genre, oui. Ouais, c'est D'accord, vraiment ok. une belle claque. Première Guerre mondiale, c'était l'horreur. Voilà. Donc ça aurait pu être ce genre de choses. Toutes Là, on les est guerres. parti sur les choses. Bien sûr, mais alors je dis pas que certaines. Voilà. Mais enfin, vous voyez ça. Et puis, Oui, voilà, non, mais tu je verras. comprends. Mais c'est rigolo de voir d'avoir utilisé cette thématique-là en ce début d'année de 2026, Oui. qui est pour le moins troublé. c'est vrai, c'est tout à vrai. fait, tout à fait, tout à fait. C'était Et pas de voir voulu. justement ce qu'il peut y avoir le contre-pied que ça prend vis-à-vis de l'image qu'on se fait d'un film de guerre. Voilà. C'est ça. For sure. Mais c'est Ouais. c'est marrant d'ailleurs de voir aussi qu'ils sont peut-être un peu le reflet de nos personnalités respectives. On a Glory qui est une espèce de truc très très emphatique, très énergétique. Ça te correspond plutôt bien, mon cher c'est Quentin. vrai que je l'ai même pas cité, j'ai Voilà. même pas dit, puisque j'ai parlé du Dernier Samouraï, mais j'ai pas dit que c'était dans mon top 30 de mes films préférés. Voilà. Donc c'était il y a 3 semaines, Oui. donc pour les gens, raccordez les wagons s'il vous plaît. Mais, Oui. mais oui, Dernier Samouraï, j'ai un amour éternel pour ce film, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Glory aussi. On a à côté de ça ce Dieu seul le sait il décrit bien notre rapport à l'idéalisme, je trouve, à chacun d'entre nous, dans ce que je connais de nous. Toi, David, tu te fais le témoin finalement de la naissance d'un idéalisme sur un échantillon très ténu d'humanité. Tu regardes, c'était la naissance de ce truc-là ex nihilo finalement. Toi, on voit chez Mika dans le film que tu as choisi la dualité entre finalement de façon très schématique l'idéalisme dans le micro s'il te plaît. l'idéalisme et la logistique qui se rencontrent et ce que ça peut créer de friction. Oui. Voilà. Et qui va avec le fait que Michael aime bien prendre des films qu'il ne connaît pas, En plus, mais en prenant pas bêtement un film qu'il connaît pas, en Voilà. prenant quelque chose qui a l'air de lui parler. En Il y a l'occurrence, il y a comme quelque- tu disais, Ah, puis là, il a pas fait semblant. Il Oui. a pas pris n'importe quoi. voilà. Et puis pour ma part, je me suis fait le témoin de la disparition de l'idéalisme au profit d'un cynisme très très assumé et très très abrupt et très très désagréable par moments. Voilà. Mais je pense que ça me correspond aussi dans ma manière d'envisager l'humanité. Je confirme. Voilà, vous avez le droit de vous enfuir, hein, c'est pas le problème. Je vais pas partir de chez moi. Non, évidemment. Mais voilà, donc je trouvais ça assez rigolo de voir qu'on est tous passés à côté du film de guerre type pour aller quelque chose qui nous parlait peut-être de façon plus intime. C'est vrai. Ouais, C'est- mais c'est pas moi faux. je suis assez d'accord avec ce que tu viens d'expliquer. Ça me Tout à fait, convient ouais. bien comme démonstration. Ouais. Tu l'as expliqué tout à l'heure hors antenne, mais j'ai mieux compris maintenant. J'ai pris plus de temps de choisir des mots à peu près logiques. Voilà. Non, mais écoutez, c'était super. Puis moi, pour l'occasion, film de guerre dans les thèmes, avec enregistrement un peu après Noël, ça m'a permis de faire film de guerre et film de Noël et de découvrir Joyeux Noël, film français très sympathique pour Noël, Qui parle de guerre qui parle de guerre, bien Voilà. sûr, sur que je conseille aussi. Christian très bien. Carion, ouais. Sur le Noël qu'ont fêté les Allemands et les Français ensemble pendant la Première Guerre mondiale quand ils ont fait une trêve. C'est un mood de voir ça pour Noël, mais Ouais. le 24 au soir, c'était pas mal. Ah ouais. Et donc sur ces quelques dernières recommandations de films de guerre et de petits gras, finalement, on a fait un petit Et peu là, de oui, gras. là, il y a le petit chat qui est en Oui, train il y a de le nous petit signer chat qui est en train il est en train d'essayer de de- siffler de- la fin de la partie, donc. Bref, sur ce, tu me regardes parce que le Dans thème, 3 semaines, c'est ça. le thème, Oui. C'est toi, Alors, Mickaël. c'est moi qui l'ai choisi. Et ce Donc sera on va- quoi On va sortir les canines. Les cannes. Les canines. On va Avec sortir les 3 ans. calices. On va sortir. Ah bah, Ah ouais, ouh. de vampire québécois. Peut-être Voilà. que oui, on va sortir les canines et sucer du sang. Voilà, donc le prochain thème dans 3 semaines, ça sera les vampires. Ok, Vampire au bon, cinéma. très Trop bien. bien. Eh ben écoutez, super pour ce petit teasing. Merci les gars pour la sélection, pour l'enregistrement, pour les films, c'était trop bien, comme d'hab. Voilà. On se retrouve pour notre prochain enregistrement, nous. Enfin, même si on se retrouve dans 5 minutes autour de la table pour comme Voilà. d'hab. L'apéro, n'y voyez pas de. et vous, auditeurs, eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté, toujours adorable. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, Le petit qui fait abonnement, plaisir, allez. voilà, tout voilà. ce que Oui, vous aussi. voulez.
Vraiment, faites-vous plaisir, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dans 3 semaines, sauf épisode d'interlude. Il y en a, oui, il y a choses les qui arrivent plaisirs sauvages, il y a les critiques sauvages. L'année 2026 va être riche, moi, en films attendus. Pour ma part, l'année va être riche. Donc, oui, des critiques sauvages, il doit y en avoir. Il devrait y en avoir 2-3, effectivement. Voilà, donc, vous n'allez pas être lésé de ce côté-là. Et sinon, pour les épisodes principaux, donc le vampire, dans 3 semaines. Avec grand plaisir, on vous retrouvera. J'espère que vous serez là. Et on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne route pour ceux qui nous ont écoutés sur la route, une bonne matinée, peu importe. Une bonne vie. Et surtout, on vous fait des bisous. Des bisous à tous. Bonsoir. Salut les copains. Bisous. Bisous. Alors cet épisode est évidemment soutenu par les partenaires habituels de La Horde Sauvage. Alors citons tout d'abord les CGR Cinéma Châteauroux. Un grand merci à Stéphane Castro qui accueille une partie de l'équipe régulièrement pour présenter des films dans les salles du complexe. Un grand merci à Claude Turier pour les caricatures qui accompagnent les publications de La Horde Sauvage sous forme de miniatures, dans les visuels des épisodes, etc. Petite mention à notre ami Quentin qui n'a plus désormais beaucoup de cheveux par rapport à sa caricature initiale. Voilà, ça pourra amuser ceux qui le connaissent et puis ceux qui le croiseront en vrai et qui compareront avec son image. Et puis un petit coucou également aux camarades de Format Respecté sur Radio Balistique 103 FM. Je cite évidemment Antoine Royer, le copain historique de l'émission avec qui on fait des émissions depuis maintenant plus de 10 ans. Coucou Antoine, et puis un coucou également à Martin Vagnoni qui vient de Bourges très très régulièrement participer lui aussi aux enregistrements des émissions Format Respecté, lui aussi grand cinéphile. Voilà, donc un petit coucou à tous ses partenaires et merci à tous.